Si vous voulez, on peut commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce Café Climat, donc, qui est organisé par l'Agence parisienne du climat en collaboration aussi avec le projet Adaptaville, qui est une plateforme qui traite des questions d'adaptation au changement climatique sur le territoire. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu plus nombreux tout à l'heure, je pense, mais on est tous intéressés par la question suivante, donc comment relever le défi de la végétalisation à Paris, puisque c'est un véritable défi. On est dans un centre-ville, enfin, dans une ville extrêmement dense, avec énormément de contraintes urbaines. Et donc, on a différents acteurs autour de la table qui vont pouvoir vous apporter des réponses à cette question. Avant cela, je voulais juste vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat. Donc, si j'arrive à partager, voilà. Donc, l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris et qui a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du plan climat, air, énergie de la ville de Paris. Donc, on agit auprès du grand public, notamment auprès des copropriétaires qui souhaitent rénover leur bâtiment sur les projets de rénovation énergétique. On travaille également avec des citoyens, des associations sur l'animation du défi Déclic, qui est un défi ouvert à tous et qui permet de réduire sa consommation d'énergie, sa production de déchets, etc. Et on anime également différents événements pour sensibiliser sur les questions climatiques à Paris, dont ce Café Climat, qui est le troisième d'une trilogie qui est consacrée à la chaleur en ville à Paris. On a déjà aborder la question de l'îlot de chaleur urbain, donc le dôme de chaleur à Paris avec différents experts. On a aussi abordé la question de la climatisation à Paris et donc ce soir, ce sera la végétalisation. Et puis, dans le spectre des actions de l'Agence parisienne du climat, on agit aussi auprès des professionnels. Donc, il y en a peut-être parmi vous ce soir. Donc, on soutient notamment des innovations et certaines expérimentations sur le territoire de tout type. On agit aussi auprès des acteurs économiques en les mobilisant sur les questions climatiques et on accompagne certaines filières dans la rénovation énergétique, mais aussi dans l'adaptation au changement climatique du territoire. Et puis enfin, on participe au décryptage des politiques publiques à Paris et on tente aussi de contribuer à leur mise en œuvre. Donc voilà, donc ça c'est pour l'Agence parisienne du climat. Moi du coup, je suis Justine Bichon, je suis chargée de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat et c'est moi qui vais animer ce café climat et donner la parole aux différents experts qui nous ont rejoints. Et en propos introductif, je voulais simplement vous montrer cette carte, donc qui va revenir, vous verrez, dans plusieurs des présentations, mais qui est une carte réalisée par l'Agence parisienne d'urbanisme, la PUR, et qui, du coup, montre un petit peu, de manière assez flagrante, que Paris est une ville extrêmement minérale. Donc, elle montre en fait la végétation à Paris. Plus c'est vert, plus la végétation est haute. Donc, ce n'est pas une photographie, c'est fait à partir d'une photographie infrarouge qui date de 2015. Et en fait, on voit qu'il y a deux poumons verts à Paris, qui sont les bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et puis, dans Paris, il y a des parcs, il y a des avenues plantées. Et puis, il y a tout cet espace public et privé qui est finalement assez pauvre en végétation, puisqu'on a 31% avec les bois de Boulogne et de Vincennes, sinon c'est 21% de la surface qui est végétalisée. Mhm. Et donc, l'objectif à Paris, c'est d'introduire plus de biodiversité, plus de végétation. Et on va voir pourquoi c'est important déjà avec Philippe Clergeau, du coup, qui va nous expliquer tous les services écosystémiques qui peuvent être rendus par la nature en ville. Et puis, on va aussi enfin, voilà, voir comment on peut faire dans un espace finalement assez compliqué à traiter, avec plus de 2 millions d'habitants, 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc Paris est une des capitales, enfin des villes les plus denses au monde, avec des contraintes également en termes de logistique. Il faut aussi approvisionner toute l'alimentation. Il faut pouvoir avoir des gens qui sont mobiles. Et donc voilà, donc toute cette question du défi de la végétalisation à Paris, on va la traiter ce soir.
Donc, je vais vous présenter le programme. Donc, dans un premier temps, Philippe Clergeau, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et qui est spécialiste de la biodiversité urbaine et de l'urbanisme écologique, nous présentera le rôle de la nature dans l'adaptation des villes au changement climatique. Ensuite, nous aurons Benoît de Saint-Martin, qui abordera les différentes actions en fait, de la ville de Paris pour préserver d'un côté les arbres existants et de l'autre côté renforcer la nature en ville. Voilà, donc il nous présentera tout ça. Il travaille à l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris. Nous aurons ensuite des temps d'échange et puis d'autres acteurs qui seront présents, donc Claire Alexandre, donc, que vous voyez aussi à l'écran, donc, qui travaille aussi à l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris, au pôle jardinage urbain et qui est chargée de projet végétalisation participative. Donc, elle nous expliquera ce qu'a mis en place la ville pour aider en fait, les citoyens à prendre part aux actions de végétalisation. Ensuite, nous aurons Lionel Mur, qui travaille chez Élogition, qui est un bailleur social. Donc, les bailleurs sociaux détiennent un patrimoine foncier assez important à Paris. Et donc, là, il nous expliquera les différents enjeux pour le parc social en termes de végétalisation, toujours. Et puis, enfin, Sébastien Cyprien. Donc, vous voyez la photo à l'écran puisque la caméra ne marche pas. Mais voilà, c'est pas grave. Et donc, qui est chargé d'environnement et biodiversité chez SNCF Réseau Île-de-France. Donc, on a voulu faire venir aussi la SNCF puisque c'est un des acteurs aussi qui détient enfin, qui exploite et qui détient beaucoup de patrimoine. Donc là aussi, il y a des enjeux pour incorporer davantage de biodiversité et de nature en ville. Voilà, donc j'espère que ce programme vous intéressera et donc on aura des temps d'échange à la fin de cette première présentation. Le café climat dure jusqu'à 19h30 environ et vous pouvez poser vos questions via l'onglet Q et R qui est juste en bas. Voilà, et donc on fera les modérateurs. Voilà, donc là je vais laisser Philippe Clergeau faire sa présentation. Philippe, vous pouvez demander le contrôle du coup. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et c'est bon là? C'est bon, ça devrait marcher. D'accord. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous voyez ma flèche quand je la bouge ou pas du tout, non? Oui, Ah oui, bah c'est parfait. Donc 10 minutes pour aborder un sujet très très large, compliqué et complexe, c'est évidemment beaucoup trop court. Donc je vais aborder juste quelques points qui ouvriront peut-être plutôt le débat. Puis je crois que les autres intervenants pourront petit à petit voilà, Ops, ça a été trop vite, voilà, vont pouvoir compléter mes propos. Alors, parler des services écologiques, écosystémiques, à quoi ça sert de mettre de la nature en ville, de végétaliser? J'ai absolument pas le temps de développer un sujet qui est traité par des livres entiers. Voilà, quelques points, hein. Je ne reparle pas sur l'histoire aussi de cette notion de service qui est un petit peu, voilà, qui a été chahutée au début, qui est maintenant à une vingtaine d'années presque. Pour faire simple, végétaliser, mettre plus d'espaces verts, ça permet de créer des espaces de récréation, de loisirs et d'éducation. C'est une des premières choses importantes. Donc, pour notre bien-être, et donc pour le cadre de vie. Mais dans le cadre de vie, il y a des choses beaucoup plus précises qui ont été démontrées scientifiquement. La création de liens sociaux, hein, ce sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux d'observation, etc. Et surtout la santé, qui est un des points forts aujourd'hui parmi les services que rend la végétation en ville, c'est la santé, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physiologique. On a absolument besoin de la nature. Et puis, un des points forts, alors c'est propre à la ville, hein, ces services-là, parce qu'il y a d'autres services qui rendent la nature, dont je ne vais pas parler, qui sont tous les services de production et d'alimentation, bien évidemment. Je ne vais pas en parler, on n'a pas le temps du tout d'aborder les notions d'agriculture urbaine, des choses comme ça. Mais un des services, un groupe de services importants, c'est la régulation de problèmes environnementaux. Alors,
Ça a été démontré sur l'infiltration des eaux de pluie, la fixation du particulaire atmosphérique, hein, les feuilles des arbres collent tout le particulaire, le stockage du CO2 dans les arbres, bien évidemment, le rôle dans la microclimatologie, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est un petit peu cette végétation qui a un rôle de rafraîchissement qu'on va développer, je suppose, et qui a déjà dû être développé sur les premiers cafés climat, je pense, qui est aussi bien démontré. On sait très bien qu'un boulevard planté, par rapport à exactement le même boulevard parallèle avec le même vent, les mêmes caractéristiques, en été à 8 degrés en moyenne, hein, entre 5 et 10, mais 8 degrés de différence. C'est énorme. Donc du coup, on voit aussi tout ce qu'on peut amener avec une végétation de ce type-là. Et puis, ça favorise la biodiversité, c'est-à-dire que la végétation, selon ce qu'elle est installée, selon ce qu'on met, va être plus ou moins importante. Je passe comme ça. Voilà. Alors, ce rafraîchissement, donc je pense que mes collègues, autres intervenants, vont avoir aussi des images de ce type-là. Évidemment, on a un rafraîchissement qui est de mieux en mieux quantifié et on est capable de démontrer que la présence de végétation est très importante. Là, bon, c'est quelques images que j'ai repiquées à une présentation de Marc Barra, qui est un collègue de Nature Paris, où on voit aussi très bien que, voilà, on peut avoir sur un parc et les bâtiments voisins 35 degrés de différence. Vous voyez les différences de couleurs. Au milieu, c'est entre beaucoup plus localement une plante et puis un bitume. On voit qu'on a aussi 20 degrés de différence facilement. Et puis, les toitures sont des lieux très, très chauds. Et on voit que dès qu'on les végétalise, on peut avoir plus de 40 degrés de différence sur les données. Donc, c'est important à plus d'un titre. Alors, j'arrive pas à passer. Si, ça va. Et donc le constat, alors c'est des points, je dis, j'ai pas du tout le temps d'expliciter, de démontrer ou autre, donc c'est plutôt des flashs. Et donc ça, c'est une carte qui ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure, hein, que Justine a montré, mais qui celle-là, elle est effectivement sur les hauteurs de végétation, ce qui n'était pas le cas de celle de Justine. C'est-à-dire que tout ce qui est rouge, ce sont les espaces publics qui sont les plus élevés, donc les arbres. En jaune, ce sont des pelouses la plupart du temps. Et tout ce qui est bleu, les couleurs froides, ce sont des espaces privés. Et donc, du coup, le constat qui avait déjà été fait, c'est bien évidemment que Paris intramuros est très, très peu végétalisé. Donc, c'est un centre-ville qui va être très chaud, hein, bien évidemment, avec des problèmes qu'on a soulevés et qu'on va continuer à soulever. Et ce qu'on peut voir aussi, juste une remarque, mais on va y revenir, je crois, c'est avec un des intervenants, c'est que les espaces publics sont des grands espaces, très peu nombreux, mais des grands espaces. Alors, je ne suis pas d'accord avec vos chiffres. Hein, la ville de Paris, c'est 12% si on compte les deux parcs, et c'est 5%. C'est effectivement une des villes du monde, puisque Paris se targue d'être une ville. Pour moi, ce n'est pas une ville, hein, c'est un centre-ville. Il faudrait parler du Grand Paris pour pouvoir avoir des correspondance avec Berlin, Rome, Londres. Là, Paris, c'est pas du tout une ville, c'est un centre-ville. D'ailleurs, quand on travaille avec les étrangers, moi, j'ai toujours, avec les pays étrangers, j'ai toujours considéré le Grand Paris, certainement pas Paris, parce qu'on a des surdensités, évidemment, qui sont complètement aberrantes. On a 5%, qui est très, très faible aussi, en végétalisation. Donc, voilà. Là, ce qu'on peut en sortir, c'est, voilà, très faible, vous l'aviez dit aussi en introduction. Et puis, surtout, que le rôle des espaces privés, des propriétaires privés, est absolument indispensable à développer une nature dans la ville. Il faut que la ville montre l'exemple par ses actions, sa forme de gestion ou autre, mais c'est bien évidemment un ensemble de tous les acteurs qui va faire que la nature en ville va pouvoir s'installer. Je n'arrive pas à passer mon écran. Hop, je reviens en arrière, c'est pas mieux. Alors, on parlait de nature ou de végétalisation. Alors, première étape, ce qu'on a expliqué un peu rapidement tout de suite, c'est de la végétalisation, c'est de la nature. Il faut végétaliser pour qu'on ait des services rendus. Et du coup, des platanes, hein, c'est ma photo du bas, un aliment de platane, il rend plein de services tout à fait intéressants.
Mais la deuxième étape, celle que je voudrais souligner, c'est pour que ça soit durable, cette végétalisation, il faut qu'on sorte des approches purement paysagères, purement esthétiques, et il faut qu'on aille vers de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est pas un aliment d'arbre. La biodiversité, c'est une diversité d'organismes, et notamment des espèces, hein, donc avoir une pluralité d'espèces, et puis des organisations, des relations entre ces espèces. Le terme fort de biodiversité, pour l'écologue que je suis, c'est le fonctionnement. Et par exemple, j'ai illustré ça par une chaîne alimentaire. Hein. Vous voyez bien que ma chaîne alimentaire, s'il y a une des espèces qui disparaît sur mon ensemble, sur mon système, tout ne va pas s'écrouler, bien évidemment. Pour l'instant, en ville, tout s'écroule quand on a la suppression par une maladie, par exemple, d'une espèce d'arbre. Le cas de l'orme dans les années 1970 dans le sud de la France a été tout à fait typique. Hein. Disparition de tous les ormes du sud de la France, disparition de pratiquement tous les arbres dans les villes du sud de la France. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on sait faire, c'est du monospécifique. C'est la même chose sur les toitures. Aujourd'hui, à Paris, on a à peu près 95% des toitures qui sont en sédum, ces petites plantes grasses, voilà, et donc du coup, on n'a aucune diversité. Ça, c'est pas du tout durable, c'est beaucoup trop fragile. On se retrouve avec des problèmes exactement la même chose qu'en agriculture, il va falloir gérer. Donc cette notion de biodiversité amène à une stabilité que j'ai mis entre guillemets, parce que le biologique, c'est évidemment très, très dynamique, hein, et c'est cette forme de complexité qui va amener une durabilité du système et donc une durabilité des services écologiques. Donc il faut plutôt favoriser une biodiversité simplement, plutôt que de simplement dire on va verdir. Donc voilà, ça c'est une deuxième étape qui, moi, me semble important et qui doit aller encore un peu plus loin. Alors, comment on fait? Je pense que ça va être abordé largement. En tant qu'écologue, ce qui m'intéresse, encore une fois, donc c'est le fonctionnement, et au moins à deux échelles différentes. Il y a l'échelle locale. Alors, c'est ce que j'ai mis à gauche. Hein. J'ai pris des travaux qui sont en cours, mais je pense que Benoît va en parler, en architecture notamment. Hein. Ça, c'est l'exemple de l'école de Boulogne-Billancourt, hein, par Chartier d'Alix, qui a non seulement travaillé sur une vraie toiture végétalisée avec beaucoup de substrats, mais aussi toutes des façades très complexes, hein, sur lesquelles on travaille en ce moment, on fait des recherches pour voir comment est-ce qu'on peut accueillir beaucoup plus de fleurs spontanément. Et puis, il y a plein d'ingénierie autour de comment on plante, comment on peut améliorer aussi des parcs et jardins, hein, et de sortir des haies un peu monospécifiques, encore une fois, avec des haies pluristratifiées, avec des lisières et des choses comme ça. Donc ça, c'est une première chose, qualité des habitats, et puis les surfaces, un pot de fleurs, n'a absolument aucun intérêt au point de vue biodiversité, il n'a absolument aucune durabilité. Et puis l'échelle globale, c'est un autre processus écologique qui est complètement fondamental, je pense qu'il va être aussi évoqué, bien évidemment, on en a parlé un petit peu, c'est tout ce qui est connectivité, dispersion des espèces, qui doivent pouvoir venir de l'extérieur vers l'intérieur de la ville, et donc c'est tous les trames vertes et bleues et des grands concepts comme ça. Ces deux grandes approches, hein, à deux échelles vraiment très différentes, c'est ça qui va amener à une durabilité du système et à penser écosystème. Donc ça, c'est ma deuxième étape. C'est ma deuxième étape. Végétalisation maximum, première étape, mais pas n'importe quoi, plutôt de la biodiversité, deuxième étape. Et puis une troisième étape, c'est l'urbanisme écologique sur lequel on travaille, notamment avec pas mal d'architectes et d'urbanisme en ce moment, au niveau européen, et puis avec la Nouvelle-Zélande. C'est de changer aussi la façon de concevoir les projets urbains. Donc, ça veut dire de systématiser des diagnostics écologiques et géographiques où on se situe, qu'on arrête de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire clairement de faire un peu une table rase, on regarde combien on met de logements et puis et la mobilité, et puis après on met un peu de fleurs, hein, pour décorer. Vous allez tous crier au scandale, pas du tout. Aujourd'hui, on fait le Grand Paris exactement comme ça. Les gares du Grand Paris sont complètement sans espace public, sans approche écologique du système. Évaluer les impacts positifs, services donc, et puis négatifs du projet de son devenir, ça fait partie des éléments maintenant des urbanistes qui ont une approche vraiment écologique. Et puis, voilà, penser que les espaces non bâtis sont en fin de compte très résilients, modifiables. Ils permettent de changer le paysage et, par rapport à du bâti. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus loin pour pouvoir être précis un petit peu sur les attentes un petit peu de la ville de demain. Et en gros, c'est s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes. Alors, j'ai mis deux exemples, il y en a quelques-uns quand même,
qui ne sont pas toujours très connus. J'ai mis Central Park, qui est maintenant qui est un vieil exemple évidemment à New York, où la conception même du quartier a été faite autour d'un parc, mais pas simplement pour le design, pas simplement pour la promenade des citadins, c'était pour récupérer l'eau, pour rafraîchir tout le quartier. Il y avait déjà tout un ensemble de services qui étaient affichés quand il y a eu ce projet de parc. C'est ce qui a été repris un petit peu avec l'écoquartier de Clos-Bois-Badeau, à Bretigny, où on a un peu le même concept avec un grand parc qui est évidemment une respiration, un poumon vert si on veut, mais qui permet aussi d'avoir une gestion complète de l'eau, qui permet, c'est un grand espace, donc on va avoir une vraie source, une vraie installation de faune et de flore, etc., etc. Je n'ai pas tellement le temps d'aller plus loin. Ah bon. Alors, pour finir, parce que je crois que les 10 minutes ont dû passer, en fin de compte, cette idée d'urbanisme écologique, c'est le non bâti doit être aussi important que le bâti. Ça veut dire qu'on change complètement le paradigme de l'architecte et du paysagiste. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de répondre à un appel d'offres simpliste, on est sur de la complexité et c'est ça qui fera la durabilité. Et puis, voilà, en tant qu'approche d'urbanisme, on ne peut pas laisser faire aussi ce laisser-aller complet de l'espace public qui aujourd'hui ne sert plus qu'à la mobilité. Hein, Paris, c'en est criant. Donc, il y a tout un ensemble de questionnements qui est assez évident derrière, et notamment alors ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois à la ville de Paris, c'est des débats qu'on a eu déjà à plusieurs reprises. Il faut absolument que dès maintenant, et je terminerai là-dessus, c'est que dès maintenant, on ait une réflexion sur tout l'espace public et notamment les voiries qui vont être libérés, entre guillemets, par l'absence de voitures. Hein. C'est une volonté très affichée d'Anne Hidalgo, qui est très volontariste là-dessus, et on peut que l'en féliciter. C'est pas gagné, parce que j'ai assisté à des débats avec notamment Bertrand Lanoé là-dessus. C'était plutôt chaud, on a pris beaucoup de claques, hein, de gamelles. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet espace-là ? Et aujourd'hui, ça se pose. Est-ce que ça va être que pour les trottinettes et puis pour les espaces de terrasses de café? C'est ça qui se dessine aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas une place aussi pour des sites qui sont beaucoup plus agréables à vivre, qui sont peut-être plus à végétaliser? Comment est-ce qu'on peut végétaliser? Alors, pas toutes les rues, il ne faut pas exagérer non plus. On a des patrimoines à conserver. Mais comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin sur une ville de demain qui se voudrait durable et pas simplement végétalisée, mais aussi biodiversitaire? Voilà, j'ai arrêté là-dessus et j'ai mis évidemment l'image de mon dernier ouvrage, L'urbanisme et biodiversité, qui aborde un peu tous ces problèmes-là avec plein de collègues très différents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe Clergeau. Donc, on a un peu de temps pour des questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Donc, notamment une qui demande, voilà, il faudrait planter des arbres systématiquement dans tous les axes suffisamment larges, y compris les axes secondaires. Donc, ouais. Je pense qu'on va y répondre, et la transition qui est tout trouvée avec les actions de la ville de Paris qui ont mis l'accent sur ce sujet, on va y venir, mais je pense que Philippe Clergeau nous a tendu la perche et je vais la saisir pour répondre à cette question plus précisément. Non, je te laisse répondre alors. OK. Oui, je pense que ça va être développé plus tard donc par la ville de Paris, puisqu'effectivement, c'est une des questions qui se posent. Il y avait aussi la question des assurances. Alors, c'est une question un peu technique, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que la végétation en ville ne va pas finalement causer des dégâts, et comment prévenir les risques qui peuvent être causés par la végétation? Alors, c'est une réponse qui est beaucoup plus, voilà, que je vais faire de façon beaucoup plus large, qui est, il y a des aménités, il y a des services que nous rend la nature en ville. On en a parlé quelques-uns, j'ai pas eu le temps de développer vraiment. C'est très important, hein. La ville ne sera pas vivable sans ça, et elle n'est suffisamment pas vivable aujourd'hui, puisque vous avez vu que 400 000 New-Yorkais ont quitté la ville dès qu'il y a eu le confinement, 24% des Parisiens ont quitté la ville immédiatement, donc ça veut dire que nos villes actuellement ne sont pas vivables. Il faut être clair là-dessus. Et alors, si on va vers une biodiversité au moins, ou au moins une végétalisation assez cohérente, ça veut dire aussi qu'il faut en accepter des aspects négatifs.
Et ces aspects négatifs, c'est un peu plus d'insectes, ça veut dire des feuilles mortes par terre, ça veut dire aussi quelques goudrons soulevés par des racines, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, en ingénierie, en paysagisme, on sait faire quand même. C'est-à-dire choisir des espèces qui ne sont pas allergènes, qui sont plutôt avec des racines qui sont cohérentes. Ou autres. Donc, c'est tout un travail à faire. Et ce que je finis souvent, mais en 10 minutes, je n'ai pas le temps d'aborder ça, c'est de dire aujourd'hui ce qui manque beaucoup. Alors maintenant, je sais que les villes, on sait de plus en plus souvent, mais c'est que dans les services de voirie et dans les services d'urbanisme, il faut des écologues pour pouvoir aborder ces choses-là et faire le lien directement aussi avec les services de biodiversité, d'espaces verts, etc. Voilà, Moi, j'avais une réponse technique en complément de ce qu'a dit Philippe Clergeau, qui est vraiment l'objectif pour ce qui concerne notamment toutes les toitures terrasses végétalisées par an. À Paris, c'est environ 6 à 8 hectares qu'on recense, projet après projet. Il y a un engouement certain, pas seulement lié à l'obligation en 2016 de végétaliser, on y viendra après rapidement. On a rencontré la Fédération du bâtiment et des étancheurs avec l'Adivet il y a 2 ans pour échanger avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour eux, le problème de l'étanchéité et des désordres liés par les racines. Je dirais même au contraire. Une étanchéité classique avec du gravier sur les toitures terrasses, à une durée de vie d'environ 20 ans, si on la végétalise, on la protège. On rafraîchit, on introduit la petite faune si on est au-delà de 27 cm, comme ont démontré les études Groups, et on en parlera dans l'épaisseur de substrat, même si c'est 10 cm minimum de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la végétalisation, non seulement permet de faire durer plus longtemps les étanchéités des bâtiments, les toitures terrasses, même si il faudra la déposer un jour, comme un mur végétalisé doit être déposé un jour. Et alors, quel est le problème? Ça pousse tellement vite et tellement bien, au-delà de 30-40 ans, franchement, par rapport à tous les gains que ça apporte, ce n'est pas un sujet. Et on parlera aussi, si vous le souhaitez plus tard, de ce qui est la débitumisation des trottoirs, avec toujours l'inquiétude, les préjugés par rapport aux racines qui vont percer les étanchéités des caves. Là encore, ce sont des a priori qui ne sont pas dans la pratique, je dirais pas fondées, mais en tout cas constatées en matière de désordre. Voilà, il faut faire vraiment une balance aussi avec ce qu'on veut, qu'est-ce que la population veut et qu'est-ce qu'on va mettre en face. Aujourd'hui, on sait qu'on va moins tondre nos pelouses, donc on va récupérer du temps, on va récupérer des machines, on va récupérer de l'argent et on va pouvoir le réinjecter aussi dans d'autres formes de gestion. Voilà, c'est important. Et puis, la DIVET organise, puisque je rebondis sur ce que vient de dire Benoît, organise aussi un colloque le 21 octobre sur les bâtiments et la biodiversité, où on va aborder aussi un peu tous ces problèmes-là, puisque j'y serai présent aussi. Voilà. D'autres questions? Alors, une question pour essayer de comparer Paris à d'autres capitales. Est-ce que Paris, comment estimer, est-ce que c'est une ville qui est riche en termes de biodiversité par rapport à d'autres villes? À quelle ville on pourrait la comparer? Est-ce que ce serait envisageable de planter des arbres fruitiers en ville? Est-ce que c'est une des actions aussi qui est prévue? Oui, c'est des actions. Je voudrais juste, parce que les gens aiment bien les chiffres souvent, les derniers recensements, bois compris, toute végétation recensée, tant au niveau de l'espace public, au niveau des bois, des talus du périph', des espaces privés qu'on méconnaît à Paris, des espaces verts ouverts au public, qu'ils soient privés au public ou d'État, portent le ratio par mètre carré de végétalisation à 15,6 mètres carrés par habitant. Voilà. Alors, on peut dire, c'est pas vrai, c'est des statistiques qu'on met à jour chaque année, et j'entends y compris les bois. On est loin de Rome ou de Berlin, les 32 mètres carrés, voire alors, je peux répondre aussi à mon tour. Mais bien sûr, Philippe, bien évidemment. Après, parce qu'il aurait peut-être mieux fallu faire un débat, un dialogue après nos deux, parce que je pense qu'on va se compléter complètement. On le fera aussi. Voilà, alors du coup… mais ce ne sont que des chiffres, c'est pas la qualité, on va en parler après. Voilà, tout à fait. Ça rejoint un peu la question, il y a l'histoire, hein, et puis il y a ce que c'est qu'une ville ou un centre-ville, donc je l'ai dit, je l'affirme. Je n'ai pas pu travailler pendant des années avec mes collègues européens parce que Paris n'est pas une ville, restons là-dessus. Donc du coup, ça veut dire que notamment faire des connexions entre des grandes sources d'espèces, parce que on peut pas dire que
le bois de Vincennes soit très très riche, hein, le bois de Boulogne l'est un peu plus. Ça, nous, on a travaillé beaucoup sur toutes les inventaires, mais bon, je pense que la ville de Paris a maintenant tous ces chiffres-là largement, font aussi qu'il faut qu'on puisse prendre en compte des espaces aussi extérieurs, voilà, qui sont dans le Grand Paris. C'est donc une gestion un peu globale et il faut absolument, c'est comme pour la mobilité, je parle comme un urbaniste, on a exactement les mêmes démarches qu'en mobilité. On ne peut pas gérer un métro en s'arrêtant directement au périphérique, ça n'a aucun sens. Et ben, c'est exactement pareil pour les espèces, on a des flux, puisque c'est le terme un peu générique pour toutes ces problématiques-là. On a des flux, il faut absolument qu'on arrive à connecter tout ça et donc à avoir les bonnes échelles pour faire des connexions. Donc, on va travailler sur un quartier tout à fait pour améliorer, donc voilà, ça va être abordé après, améliorer la qualité des plantations, que ce soit en espèces, que ce soit en surface, que ce soit en gestion et en irrigation, etc. Mais aussi, il faut pouvoir avoir une gestion, une approche complètement globale sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la présentation suivante, je pense, donc de Benoît de Saint-Martin. Donc, je vais vous laisser prendre le contrôle, enfin me demander le contrôle, si c'est Oui, possible. alors merci. En tout cas, ça va être complémentaire à ce que nous a énoncé Philippe Clergeot. Je fais un peu de publicité pour son livre que j'ai lu, qui est passionnant, qui est un ouvrage de référence et qui est diffusé notamment à l'Agence d'écologie urbaine dans toutes les divisions. Moi, je représente la division Cité-Paysage, mais plus largement, voilà, on intervient dans l'accompagnement de la mise au point des projets qui donnent lieu à l'autorisation d'urbanisme à l'échelle de Paris avec une équipe en tant qu'architecte voyer. Et on a aussi une attention particulière pour le prochain plan local d'urbanisme bioclimatique auquel on participe en matière de réflexion à côté de la direction de l'urbanisme et de la PUR. Et bien évidemment, on intervient aussi, mais ça, vous le saurez très prochainement, puisqu'il devrait être délibéré au Conseil d'octobre, à la mise au point du fameux plan arbre en faveur de la préservation des arbres à Paris et des plantations d'arbres, de nouveaux arbres pour atténuer les effets du réchauffement climatique, la densité de la ville, la perméabilisation des sols et bien évidemment, grâce à l'évapotranspiration, améliorer les conditions de vie des Parisiens. Donc, je vais faire une présentation en 10 minutes, c'est le temps qui m'est imparti et ça répondra en partie aux questions qui ont été posées. Voilà, donc pour prendre la main, je fais comment, Justine? Et option d'affichage, demander le contrôle. Alors, option d'affichage, demander le contrôle. Il faut que je lève la main ou Ça doit option être... d'affichage, je demande le contrôle. D'accord. Demander le contrôle à distance. Voilà, je demande. C'est bon, normalement, vous pouvez passer les slides. Alors, passer les slides. Comment je fais pour passer? Il faut cliquer. Voilà, ça marche. Voilà. Donc, rapidement, pour rappeler un petit peu à quel point les objectifs de cette mandature sont ambitieux, non pas que ceux de la précédente ne l'étaient pas, mais en tout cas, on parle vraiment de biodiversité, de nature et non plus de végétalisation. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans le greenwashing, on est dans une autre dimension qui ne vous a pas échappé. Comme en témoigne un extrait de la feuille de route de Christophe Najewski, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de la végétalisation de l'espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale. Végétaliser Paris apparaît à la fois comme une réponse nécessaire au dérèglement climatique, à la crise de la biodiversité et un élément d'amélioration de notre cadre de vie. La nature rend la vie plus forte, plus résiliente, plus agréable et plus accueillante. Le développement massif de la nature en ville sera donc un axe prioritaire de la mandature. Je pense que le confinement a fait prendre conscience, notamment de la nécessaire proximité de cette nature, dans son renforcement, même si cette ville est la plus dense d'Europe. On a parlé des densités, on a parlé des chiffres. Maintenant, il faut regarder quelles sont les actions pour essayer d'atténuer ce manque de verdure de nature, qui est objectif à Paris. Différentes actions, encore et toujours, depuis des décennies, renforcer la présence des espaces verts à Paris qui ont augmenté. On est aujourd'hui à 670 espaces verts existants, accessibles au public. Voilà, je ne mets pas les bois dedans volontairement, donc on est un peu plus que 5%, mais à 6,7% de végétalisation. Les 170 000 arbres à planter, c'est un défi considérable. Il y en a eu 20 500 de plantés dans la précédente mandature. C'est considérable pour compléter les 500 000 existants, dont 300 000 sont dans les bois, ça veut dire 100 000 d'alignement et 100 000 restants dans les espaces verts, les cimetières
les talus et autres, qui sont des arbres publics. Les arbres du privé, c'est environ 100 000, et on est en train de les identifier avec l'indice de canopée et la pure, on en saura plus très bientôt. 100 hectares d'espace public à végétaliser, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau, qui correspond bien à ce qu'évoquait Philippe Clergeau, comment réduire la part de bitume, comment réduire l'effet d'eau de chaleur, comment compléter les corridors de biodiversité, et l'étude dont je parlerai rapidement, que nous avons confiée à la PUR en 2019-2020, qui aboutit à prioriser des espaces publics à végétaliser, tant pour renforcer les continuités entre les corridors écologiques identifiés dans le plan de biodiversité, les chemins de la nature vont compter beaucoup, et en complément, bien évidemment, dans les rues qui ne possèdent aucun arbre, les rues de proximité, près des écoles, dont vous avez entendu parler, dans les quartiers apaisés, sont aussi un des axes forts de ces 100 hectares qui viendront compléter le maillage existant, principalement sur les grandes avenues. Les 30 hectares de toiture et murs à végétaliser, on en parlera, c'était déjà le cas dans la précédente mandature, puisqu'on a 120 hectares aujourd'hui, on a tout à fait bon espoir, les premiers indicateurs le démontrent, qu'on va arriver à renouveler ces 30 hectares dans l'actuelle mandature. Je mets de côté la nature urbaine volontairement, et je pense que Philippe en a parlé aussi, nous ne sommes pas directement au service de la biodiversité, mais des circuits courts, de l'alimentation durable, ce qui est un défi très important aussi d'une autre adjointe, Audrey Pulvar, à Hidalgo, mais on va parler principalement de végétalisation aujourd'hui, de biodiversité, de nature. Les jardins partagés, pour autant, je les cite, parce que c'est important aussi en termes d'animation et d'agriculture et de partage. Et on peut mentionner, parmi les vergers, les cours oasis qui prennent une ampleur certaine dans les équipements publics pour atténuer, là encore, auprès de nos enfants, les effets de ces cours trop souvent imperméables et qui sont voilà, très fréquentés. Alors, on va passer à la suivante. Alors, pour passer à la suivante, comment je fais pour passer à la suivante? Est-ce qu'éventuellement Justine peut la passer? Voilà, donc rapidement, parce que c'était en 2016 une des actions fortes, c'était d'introduire une orientation d'aménagement et de programmation thématique en faveur de la cohérence écologique. On voit ici les liaisons avec le CRCE, le Grand Paris, mais on ne voit pas encore figurer la métropole sur le fond de plan. Juridiquement, on s'en tient aux limites de Paris. Pour autant, toutes les continuités existent et c'est présent avec ces fameuses trames vertes et bleues qu'on va essayer d'introduire très clairement dans le prochain plan bioclimatique qui devrait être approuvé en 2024 de façon beaucoup plus claire, précise et opposable au tiers. C'est important, une notation d'aménagement et de programmation est là pour donner des grandes orientations, mais n'est pas directement opposable au tiers, donc au constructeur à l'échelle de la parcelle. Et nous y travaillons sur la base des chemins de la nature. Donc, c'est la slide suivante. Voilà. C'est pas tout à fait, mais je vais y venir. Ça, c'est pour rappeler quand même que 40%, ou plutôt, oui, environ 40% des 600 hectares d'espaces libres plantés, à comparer aux 670 d'espaces libres ouverts au public, ces espaces libres sont souvent en cœur d'îlot, c'est quasiment l'équivalent. 40% fait l'objet de protection espaces verts protégés. Alors, on peut dire objectivement aujourd'hui que la protection n'est pas suffisante dans le règlement du PLU sur les espaces verts à protéger. Il y a eu beaucoup de projets en marge de ces EVP, pas mal aussi de recours d'associations mobilisées. Nous allons faire évoluer cette réglementation pour la rendre plus conforme à la protection de la biodiversité qui s'y trouve dans le prochain plan local d'urbanisme. Sans doute, nous allons compléter ces espaces verts qui sont à la fois protégés en cœur d'îlot, mais qui sont aussi protégés quand ils sont publics, les espaces boisés classés, les grands parcs, les bois, qui sont une protection très, très forte, et compléter aussi cela par des espaces libres à végétaliser dans les secteurs de maisons et villas, sans oublier les espaces de continuité écologique. Donc, je vais parler dans la slide suivante, parce que alors, décidément, ça passe pas très bien. Vous pouvez cliquer pour faire avancer les slides. Ah, je clique. Alors, je clique où pour faire passer? N'importe où. Clic gauche. Je clique gauche. Et ben voilà, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. Revenons aux continuités au Grand Paris, revenons à la présentation précédente. Oui, c'est important de restaurer ces continuités. Là, vous avez identifié avec l'aide des diagnostics faune et flore menés depuis quelques décennies par l'équipe de Philippe Jacob, qui connaît bien Philippe Clergeau, qui est responsable anciennement de l'Observatoire de la biodiversité, aujourd'hui de la vision de la biodiversité, qui avec une équipe d'écologues internes, externes, parcourt Paris inlassablement pour identifier des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité
et bien évidemment pouvoir ensuite les transformer en trames vertes et bleues et les introduire dans le plan local d'urbanisme, autrement que l'orientation d'aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique à une échelle macro. C'est important, c'est dans le plan de biodiversité qui a été approuvé en mars 2018 par le Conseil de Paris, qui développe toute une série d'actions qui sont mises en œuvre pas à pas dans les années à venir. C'est important, mais c'est aussi, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, développer des espaces de communauté écologique, qui sont d'ailleurs hérités de la loi ALUR et de la loi de biodiversité. Donc, on y travaille avec peut-être un zonage de part et d'autre, avec des règles supérieures pour renforcer la végétalisation et pas seulement 10 cm de substrat. On entend les critiques. On profite aussi des expérimentations qui sont faites sur les clôtures des races. Développer dans ces zones de part et d'autre de ces trames vertes et bleues identifiées scientifiquement des espaces végétaux régionaux à privilégier, avec des listes qui ont été sur paris.fr depuis 2018 relayées à tous les concepteurs en demandant de privilégier, même si ce n'est pas encore réglementaire, les espèces régionales en complément des espèces, je dirais parfois horticoles, d'agrément, ornementales. Il ne s'agit pas de brider la conception. Des habitats et faunes et zones humides à prévoir dans la parcelle, mais aussi sur des projets, c'est très important. Et surtout avoir une attention particulière à ce qu'on appelle les pas japonaises, continuité entre les jardins privés, la protection d'arbres, c'est essentiel. Je sors d'une réunion où on y travaille avec l'indice de canopée, avec la DU Lapure. On va pouvoir repérer les arbres par photosatellite infrarouge à l'unité et j'espère vraiment les protéger dans le prochain PLU, autrement que les arbres remarquables qui sont labellisés, qui ne sont pas protégés pour autant. C'est tout le chantier qui s'ouvre à nous dans les mois à venir. La slide suivante. Alors, c'est voilà. Nous avons donc, là, on va revenir un peu aux arbres qui préoccupent tout à chacun aujourd'hui, puisque c'est vraiment un effet direct sur la fraîcheur. Des objectifs dans le plan climat d'atteindre 40% de son territoire perméable et végétalisé. On a évoqué le chiffre de 21 pour la canopée, on évoque celui de 36% de végétalisation au sol. Je pense que ce n'est pas une bataille des chiffres aujourd'hui. On est là pour essayer de voir les objectifs d'augmenter, on va dire de 31 à 40%, d'augmenter l'indice de canopée. Et ça passe par des actions. Ces actions que je vous livre ici, elles sont dans le plan arbre. Le plan arbre, c'est 23 actions qui vont être donc avec une charte de l'arbre approuvée par le Conseil de Paris en octobre, on l'espère. Toujours est-il que il est très important de bénéficier de ces nouveaux outils, mais ce qui compte, c'est les actions derrière. Les actions, elles vont être déclinées par la suite au service de cette canopée, qui est donc le couvert végétal. Alors, la suivante. Voilà, là, je vous livre en avant-première des actions. Alors, vous me direz, ça fait bande dessinée. Pour autant, on a essayé d'illustrer les actions de plantation. 170 000 arbres, c'est très conséquent. Ça prendra différentes formes, et ça prend déjà différentes formes. Planter dans les bois, renforcer je dirais, les massifs boisés existants sous toutes ces formes, c'est évidemment indispensable, mais plus encore l'espace public à végétaliser. Ces 100 hectares qui peuvent trouver place dans les rues, écoles ou dans les avenues, on va y venir. Renforcer dans la ceinture verte toutes les plantations avec des objectifs contradictoires, développer des terrains de tennis, des terrains de sport, comme dans les bois. Il faut arriver à concilier, à renforcer et avoir des terrains d'éducation physique finalement paysagers. Et c'est ça que nous nous efforçons de faire. Il y a beaucoup d'opérations en cours, la ZAC Piton du Vernois, la ZAC Gare des Mines, on s'efforce le stade Elisabeth de concilier sport et plantation biodiversité. Les enjeux du boulevard périphérique, qui s'inscrit peut-être dans une nouvelle ceinture verte à regarder à l'échelle de la métropole, est un enjeu extrêmement important de cette mandature. Les talus sont déjà, font l'objet d'expériences de forêt urbaine. Alors, on peut se targuer du Miyawaki, il suffit de la presse spécialisée pour se dire que c'est finalement sanctuarisé. C'est des forêts qui sont parfois fermées, qui poussent à vitesse grand V. On est loin du système forestier naturel. Pour autant, c'est intéressant et pourquoi pas le développer, en tout cas sur les talus du périphérique, autrement que dans des forêts urbaines. Par exemple, la place de Catalogne, qui est en projet et en complément donc de plantation, encore une fois, d'arbres d'alignement avec des contributions de grands porteurs de projets privés parfois. Je pense au projet EDA, en bordure du quai d'ici. Ce qu'on a voulu illustrer par là, c'est des actions en cours, mais qui illustrent les différentes actions de plantation
avec encore une fois un objectif très important de végétation dans cette mandature. Je vais passer à la suivante. Tout ça vous sera décliné dans le plan arbre. Voilà, je reviens aux espaces publics à végétaliser parce que finalement ça parle, c'est le paysage de la rue, c'est la ville du quart d'heure, c'est l'espace public du kilomètre. Cette étude menée par la PUR en lien avec toutes les directions de la ville que nous avons pilotée. Alors pourquoi nous, agence d'écologie urbaine? Parce qu'on a une approche écosystémique. Je pense que c'est important, biodiversité, îlots de chaleur, perméabilisation des sols. Voilà, l'analyse qui a été faite a dégagé 2 grands axes. L'axe premier qui est dans les grandes avenues, hérité des promenades d'Alphand, essayer de recoudre, parfois c'est compliqué dans ces avenues, il y a des réseaux, des métros, partir de la connaissance du sous-sol pour proposer environ 150 hectares au global dans ces 2 axes, on va dire majeurs et mineurs en termes d'ampleur, même si l'un et l'autre sont importants, pour planter d'arbres et végétaliser au sol. Planter d'arbres, environ 150 de potentiel, 100 intervenus dans cette mandature, c'est extrêmement conséquent en termes opérationnels, de réseaux aussi légers à dévier. L'autre axe est celui des rues de proximité. Les rues de proximité, c'est la slide suivante, des rues des écoles. Alors là, on va peut-être revenir à la précédente, si c'est possible. Je ne sais pas comment faire. Voilà, pardon. Heureusement que Justine est là pour m'aider. Tu me dis quelle slide est la bonne? Oui, là, on va peut-être passer à la suivante, pardon. Ok. Voilà, donc ça, c'est complémentaire, c'est les fameux rues aux écoles, les quartiers apaisés, essayer de planter dans des rues de 11 mètres, c'est pas facile, et ça passe par la suppression du stationnement. La moitié des places de stationnement surface vont être supprimées, donc comme le disait Philippe Clergeau, c'est pour mettre des bornes de station Vélib, c'est pour mettre peut-être aussi quelques barres éphémères 3 mois par an sous forme de terrasse. C'est pour mettre peut-être des extensions de stationnement à vélo ou encore et toujours de stationnement pour trottinettes et bus, mais c'est aussi principalement pour planter des arbres de façon unilatérale dans ces voies qui seront aussi végétalisées au sol pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Voilà ce qui se passe, une trentaine de rues des écoles déjà livrées, environ 300, je n'ai pas mis le chiffre par écrit, mais c'est extrêmement ambitieux, en complément des co-oasis, dont 75 ont déjà été livrés, qui sont en bordure de ces rues des écoles, mais pas que. Il y a des voies piétonnes qui peuvent accueillir de la végétation. Nous allons arriver donc dans la dernière action, c'est la slide suivante, qui est sur le domaine privé, qu'on connaît mieux, puisque nous, on le suit pas à pas, environ 500 projets qui donnent lieu à un examen des volets paysagers. Beaucoup d'abattage d'arbres maintenant donnent lieu à déclaration préalable, mais aussi des projets d'ampleur, avec la végétalisation des toitures, qui a beaucoup progressé au fil du temps, au moins depuis 2016, et même s'il y en avait avant. Les bâtiments neufs, aujourd'hui, on est à 5 cm de substrat pour la plupart, et nous sommes au-delà des 10 cm. Quand j'entendais 80% des voitures en CEDOM, on est heureusement, en tout cas dans les projets qu'on a vus, qui vont se réaliser depuis 2016, on est plutôt entre 15 et 25 cm, voire au-delà, 50 cm, pour avoir des arbustes, des vivaces, des graminées, pour au moins 20% d'entre eux. Tout ça, on l'a objectivé. Bien sûr, on voudrait améliorer cette règle dans le prochain PLU et aller au-delà, peut-être 15 cm dans les bâtiments existants, 25 pour les bâtiments neufs, pour des problèmes de portance évidents. On va passer peut-être la slide suivante. Ça, c'est donc quelques réalisations. Il y en a, elles sont innombrables, mais ça permet dans tous les projets qu'on recense, on a environ 6 à 8 hectares de toiture et on voit les arbres aussi en supplément par rapport à ce qui est abattu et planté. Vous me direz ce qui compte, c'est de ne pas abattre et vous auriez raison. Pour autant, on a entre 850 arbres en moyenne en supplément, mais ils sont plus petits que les grands qu'on abat. Attachons-nous avant tout à préserver les arbres et c'est le sens de la règle de protection des arbres qu'on va mettre en place à Paris, de la règle de la non-atteinte aux cœurs d'îlots qui sont en pleine terre sauf exception. Et vous avez, je le montre en toute transparence, la pleine terre végétalisée à gauche qu'on voit année par année à l'échelle de Paris qui ne diminue pas. Alors vous me direz, c'est pas vrai. Si, c'est vrai à l'échelle de Paris, c'est-à-dire que quand on vient construire dans la ceinture vierge, dans des friches urbaines, dans des quartiers que j'ai évoqués tout à l'heure, on a une perte sèche, effectivement, de la pleine terre, mais elle est souvent compensée par des quartiers denses, dans le 11e, 12e et autres, qui sont démolis et construits à plein pour construire avec les nouvelles normes d'espace libre, avec des obligations de pleine terre, 30 à 35% de la surface superficie en dehors de la bande Z à Paris, qui sont, elles, regagnées en pleine terre. On espère aller plus loin à l'échelle de la parcelle, 30% d'espace
libre à l'échelle de la parcelle, dont une part de pleine terre, comme le prévoit le SCOT et d'autres communes. C'est notre objectif, on y travaille. On y travaille en chambre, mais pas seulement. Dernière slide pour vous donner la parole. C'est donc ma collègue Claire Alexandre parlera des permis végétalisés. J'ai simplement cité des rues végétales, où là on vient débitumer en lien en concertation avec les riverains. On en a eu 7 ou 8, toutes ne sont pas réussies. Celle-là, je pense, marche assez bien dans la précédente mandature. Voilà, ça participe aussi avec les citoyens d'une concertation pour végétaliser des bitumés, en complément des rues des écoles. Et je terminerai par un renvoi, et vous le regarderez, je pense que tranquillement chez vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec tous les liens vers les études. Bien sûr, je ne les ai pas tous cités, mais celle de l'atelier parisien d'urbanisme qui ont préfiguré toutes ces règles, notamment le PLU 2016, et qui préfigure actuellement le PLU de 2024, mais aussi des guides de toiture végétalisée cultivée qu'on relaie volontiers, qui ont été édités par la DEV, complément ceux de la DIVET, et sur la végétalisation verticale et sur la flore régionale que les écologues ont donc, je dirais, mis en ligne en 2018. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, on a dépassé un peu le temps qui était prévu, donc on va essayer de quand même consacrer du temps aux questions-réponses, mais si vous pouvez faire des réponses assez concises et synthétiques, ce serait super. Voilà. Alors, il y avait une première question sur la possibilité, en fait, Central Park est un grand espace d'un seul tenant. Peut-on faire de la biodiversité avec une multiplicité de micro-espaces ou de mini-espaces? Donc, je pense que cette question s'adresse plus à Philippe Clergeau. Voilà. J'ai cité le terme de surface parce qu'effectivement, il est complètement fondamental. Des petits espaces ont un intérêt beaucoup plus dans des continuités. S'ils sont un petit peu grands, alors tout est relatif hein, évidemment, ils peuvent être aussi des espaces secondaires. Mais en aucun cas, ce sont des sources. En Paris intramuros, si on ne parle pas des bois, on n'a pas de source d'espèces. Il faut être clair avec ça. On a des habitats secondaires qui peuvent être utilisés par des espèces voilà, qui sont plus ou moins mobiles. Alors évidemment, si on descend sur des choses très fines, notamment la microfaune du sol, là on a évidemment sur quelques centaines de mètres carrés, on peut avoir une forme de biodiversité de sol dont on n'a pas parlé, mais le sol est effectivement très important, quoi. Et donc oui, ça a un rôle, on n'a pas le choix en ville n'importe comment, surtout sur des villes denses, mais il faut absolument garder dans l'esprit que c'est la pleine terre qui est le plus important et qui est le plus durable. Donc un des grands enjeux des grandes villes, et on le voit, et là ça vient d'être dit par Benoît, le problème c'est qu'on fait diminuer les espaces de pleine terre qui sont les plus intéressants au point de vue biodiversité, au point de vue durabilité du système. Donc il n'y a pas que la biodiversité, hein, les infiltrations et tout ça, pour les remplacer de plus en plus par des toitures végétalisées qui nous permettent notamment de compenser, et en fin de compte, ça ne compense pas. On est sur des systèmes qui sont un peu différents, et même quand on arrive à 30-40 cm de terre, qui reste très insuffisant, hein, dans la ville de Paris notamment, c'est largement pas présent, hein, il y en a très peu, et ben, on a effectivement des arbustes, et on a un peu de faune qui s'installe, mais on n'est absolument pas dans des processus de pleine terre avec des migrations de microfaune, de lombriques, etc., qui sont un peu accessoires. On remet des lombriques, on ne va pas entrer dans les détails trop techniques, mais voilà. Donc, il faut vraiment, comme objectif d'écosystème, penser à cette notion de pleine terre, et c'est pas pour rien, je crois que Benoît l'a souligné, ça reste un enjeu très majeur, et notamment aujourd'hui avec le zéro artificialisation net, hein, qui anime toutes les collectivités françaises en ce moment, c'est aussi de ne pas foncer sur toutes les friches en disant on va densifier sur les friches. Il y a des friches industrielles, souvent polluées ou autres, qui sont effectivement des bons terrains pour pouvoir densifier, mais il y a plein de friches que les écologues, notamment les services, notamment celui de la DEV, avaient identifié, qui sont des bons terrains d'habitat pour pas mal d'espèces et qu'il faut pouvoir à tout prix conserver. Et donc du coup, il y a des enjeux qui sont pas toujours très simples de choix et de décisions politiques. Merci beaucoup. On a aussi plusieurs questions sur les cours oasis. Ça intéresse pas mal les participants. Du coup, si vous pouvez peut-être, Benoît, très rapidement rappeler ce que sont les cours oasis et quel est l'objectif aussi de transformation de ces cours. Oui, très rapidement.
Euh, euh, Sachant que je pense que je ne sais pas combien j'aurai après la séance pour répondre à toutes les questions qui sont passionnantes, si ça peut rester ouvert en questions-réponses, que je prenne le temps d'y répondre. Mais toujours est-il que il y a plein de questions très intéressantes dans ce que je vois. Les cours Oasis, il y en a 73 à ce jour qui ont été réalisés, environ 30 par an. Le but, c'est vraiment si vous en avez visité les premières, il y en avait une école Doménil, il y en a une école Chalermite, le but, c'est vraiment de diminuer la part de revêtements imperméables, parfois de le transformer en enrobé drainant et d'augmenter la part de végétalisation, sachant que dans les 600 écoles parisiennes, vous avez une densité d'élèves, surtout dans les quartiers centraux, qui est extrême. On y pratique aussi encore et toujours l'activité physique. On n'a pas forcément le temps d'aller dans les terrains d'éducation physique. Ça veut dire que la part de végétalisation regagnée pour faire des espaces pédagogiques, des potagers, des vergers, elle est somme toute assez minime par rapport à d'autres pays comme la Belgique et autres, où il y a eu beaucoup d'échanges, de visites même avec la direction des affaires scolaires et la direction des constructions publiques et de l'architecture qui met en œuvre ces cours Oasis. Mais c'est vrai qu'il y a ce programme-là est assez ambitieux. Il y a des gains réels sur l'effet îlot de chaleur, sans parler de l'agrément pour les enfants d'avoir plus d'arbres. La plupart des écoles Jules Ferry sont plantées d'arbres, elles sont en espace vert protégé. Pour autant, là, on s'attaque au revêtement de sol pour dégager peut-être 20%, ça dépend de la surface de la cour, en jardin, potager, végétalisé, tout simplement pour réduire l'effet d'eau de chaleur, voire végétaliser le pourtour, et en accompagnement, ces fameuses rues aux écoles, qui elles sont rendues piétonnes et végétalisées au sol, et quand c'est possible, plantées d'un côté par des arbres fruitiers, dans la mesure du possible aussi pour la pollinisation. Merci beaucoup. Je peux juste dire un petit complément. Alors je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Benoît, bien évidemment. Moi, j'ai des questions sur les notions de forêt urbaine. C'est des discussions que j'ai eues pas mal avec certains élus de la ville de Paris. Parce que dès qu'on plante 3 arbres, on parle de forêt. Et je trouve que c'est bien aussi alors c'est un point de vue, de ne pas galvauder des systèmes ou des images. Une forêt, ce n'est pas 3 arbres, quoi. Et parler d'une forêt urbaine quand on va mettre 3 arbres sur l'hôtel de ville, pour les scientifiques que je suis, c'est un peu scandaleux parce que du coup, c'est travestir une réalité d'une part. Et puis deuxièmement, ça veut dire que ça y est, on a atteint des objectifs, on a une forêt. Donc, je crois qu'il faut rester prudent sur ces notions-là. Et voilà, c'est un petit peu une question que je posais aussi un peu à Benoît. On parle de forêt urbaine, il faut qu'on reste prudent sur les surfaces que ça peut représenter, ce que ça peut signifier. Et puis, oui, alors j'entends bien la critique, elle n'est pas nouvelle. La forêt urbaine, c'est en minimum 1000 m² avec des arbres de haute tige. Il y a toujours le problème des mésusages. On n'est pas du tout dans une forêt, je dirais, classique. C'est pour ça qu'on l'appelle urbaine. Alors, on n'a pas trouvé mieux, mais je pense que les lecteurs de la presse font la part des choses. Personne n'est dupe, et encore moins nous. Je veux dire, on a aussi, quand on travaille sur celle de la place de Catalogne, qui est aujourd'hui un vaste plan d'eau qui n'est plus un plan d'eau et qui est extrêmement, si vous y passez, chaud. Je pense que là, on a un vrai projet qui, pour le coup, est en cours de conception avancée. Je ne peux pas répondre à la question sur celle de l'hôtel de ville, si elle est encore, parce que je ne suis pas, je dirais, voilà, en première ligne sur les études. Je crois qu'elle est encore en réflexion et en aucun cas abandonnée, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais il est vrai que c'est un concept de forêt urbaine. On pourrait faire la même critique sur la lecture urbaine. La lecture urbaine, c'est 30 hectares d'aromates, d'aquaponie, d'hydroponie en toiture. Pour autant, il y a des circuits courts, il y a des choses qui se font, et on réamorce un mouvement, et on est loin, avec 30 hectares, des 400 hectares de maraîchage qui approvisionnaient, il y a encore un siècle, les Parisiens. Donc, je crois qu'on a appris au fil du temps. C'est une question de terme et d'ambition qu'on se donne. J'ai peur aussi que, voilà, on aille trop vite. Comme le terme de biodiversité, maintenant, donc, dès qu'on a planté 2 géraniums, on fait de la biodiversité. On a planté un arbre, on a fait Oui, mais en même temps, voilà. Alors, il y a tellement d'articles de spécialistes que je crois que le public est capable de faire la part des choses. Et en tout cas, bon, soit.
Et j'avais une question, parce que ça, je ne sais pas trop. Est-ce que les forêts Miyawaki, Oui. ils sont très, très denses et tout ça, donc ils permettent effectivement d'avoir plusieurs arbres et plusieurs espèces au mètre carré. Et donc, du coup, sont dans les projets où il y a juste un exemple ou deux Alors, il où y en a 3 réalisées. Porte de Montreuil, il y en a une qui est dans le 17e, et une qui va être réalisée dans le 13e. C'est 5 lots au mètre carré. C'est en général surveillé pendant quelques années parce que c'est une question de concurrence entre les jeunes plants, puisqu'il y en a un ou deux qui survivent à 1 sur 5 plantés au mètre carré. Pour vous donner un exemple, quand on prend sur le domaine privé, puisque quelqu'un parlait un arbre en port libre, on est plutôt un arbre de moyen développement pour 50 mètres carrés ou 20. Là, c'est complètement différent puisqu'on plante 5 jeunes plants qui vont, par mètre carré, qui vont être en concurrence de façon naturelle et un peu accélérée. Donc, c'est des zones sanctuarisées. C'est pour ça que les talus du périphérique s'y prêtent. Miyawaki, c'est un système international qui est repris par énormément de communes, qui commence à être un peu non pas critiqué, mais dont on revient. En tout cas, il est réservé à certains endroits. Voilà, il faut être très très prudent, je me permets voilà, puisqu'on est en débat, il faut être très prudent sur ce type de forêt qui n'est pas inintéressant pour plein de raisons, qui a été testé alors, internationalement dans 4 pays ou 5 pays, c'est tout, et sur lequel on manque de recul au point de vue biodiversité. Il faut savoir que de concentrer des arbres comme ça, effectivement, ils montent très vite et très haut, ils sont excessivement gourmands en eau, et donc du coup, ça implique des irrigations et voilà, bien plus importantes que quand on a des choses un peu plus traditionnelles. C'est juste donc d'avoir un peu une prudence sur ces projets très communicatifs, parce qu'effectivement, ça rend très bien. En 3 ans, on a quelque chose, 3-4 ans, on a quelque chose d'assez visuel. En même temps, voilà, on joue un petit peu avec une ingénierie forestière qui n'a pas fait toutes ses preuves. Pour l'instant, il n'y a pas de papier. Absolument. Il faut être un peu prudent. Voilà, c'est juste une remarque. Vous savez, il y a itération entre les planteurs que ma direction représente et Christophe Najewski. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'expérimentation. On lit beaucoup. Les critiques du Miyawaki, on les entend, on les teste et on pourra organiser une visite sur celle qui a été faite porte de Montreuil il y a 2 ans. Voilà, il n'y a pas de système lourd d'arrosage, mais il y a une surveillance et on expérimente différents types d'actions, comme on vous l'a présenté, et on n'a pas fini d'expérimenter. Merci beaucoup. On va passer à la session suivante, donc avec d'autres acteurs, donc autres que la municipalité, qui peuvent être aussi impliqués dans les processus de végétalisation de la ville. Et donc, ce que vous pouvez faire vous aussi en tant que citoyen, et c'est pour ça qu'on a voulu faire venir Claire Alexandre, donc, qui travaille sur les projets de végétalisation participative, pour vous donner un peu des clés si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Voilà. Donc Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Alors, moi aussi, je vais manipuler. Moi non plus. Hop, hop, hop. Alors, je refais. Hop. En fait, oui. Tu peux aussi demander de passer les diapos. Oui, parce que moi, en cliquant non plus, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'en fait, il y a eu un petit défaut de manipulation, mais voilà. Voilà. Effectivement, la ville de Paris s'est dotée d'un pôle ressources spécialisé sur le jardinage urbain qui est situé dans le parc de Bercy. Donc, c'est un site qui accueille et accompagne les Parisiens qui souhaitent se lancer dans un projet de végétalisation. Alors, c'est vrai, à des échelles différentes. Ça peut être la petite échelle du balcon, mais à des échelles aussi plus importantes, entre autres sur 2 dispositifs qu'on accompagne, les jardins partagés et le permis végétalisé. Sur ce site, si vous ne le connaissez pas, on vous accueille avec grand plaisir. Vous y trouverez bien sûr un jardin pédagogique, des salles d'accueil et nous proposons régulièrement des ateliers pratiques, des conseils, des animations. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc plus précisément ces 2 dispositifs, jardin partagé et permis végétalisé. Voilà. Alors, ce programme, il est né en 2003. Il permet de mettre à disposition donc, un espace du domaine public à une association. Ça démarre par un projet collectif de quartier. Ça, c'est très important pour qu'il y ait une démarche vraiment d'initiative citoyenne. Ces espaces, ils se trouvent soit à l'intérieur des espaces verts, mais également sur des parcelles isolées, les fameuses dents creuses.
Les espaces, on a à peu près voilà, des jardins qui vont de 25, on va dire, jusqu'à 1500 mètres carrés. Donc, c'est des espaces qui ne sont pas anodins, où il peut vraiment se passer des choses intéressantes. Et on retrouve les objectifs qu'on a déjà parlé précédemment. Bien sûr, améliorer le cadre de vie du quartier, développer la biodiversité. Là, avec des surfaces comme ça, on est en capacité d'apporter un peu de ça. Et le fameux lien social dont on a déjà parlé. C'est vrai que ce sont des espaces, bien sûr, où on se rencontre pour jardiner, mais pas que. Il y a vraiment un esprit de rencontre, de créativité, de pédagogie. On y organise plein d'activités différentes et on accueille toutes les personnes intéressées du quartier. Donc, c'est vraiment une vie de quartier qui se crée. Pour créer un jardin partagé, c'est une procédure qui dure en moyenne 1 an. L'association rédige un projet et nous allons l'accompagner tout au long du processus avec une étude de faisabilité, bien sûr en lien avec tous les services de la ville concernés et les élus. Cette étude de faisabilité comporte entre autres le questionnement sur l'analyse des sols, qui est une question importante à Paris. Et on va voir quel aménagement on va pouvoir mettre en place pour répondre aux différentes contraintes du site. La ville finance l'aménagement et va co-construire l'aménagement avec les porteurs de projets. On met en place une convention qui est présentée en conseil de Paris ou en conseil d'arrondissement et qui a une durée de 6 ans. Voilà la suivante. Donc, on a aujourd'hui 148 jardins partagés sur le territoire parisien, dont 129 qui adhèrent à la charte main verte qui garantit une ouverture au public et un accueil régulier. Ça représente à peu près 7000 adhérents et à peu près 5 hectares. Le deuxième dispositif, c'est donc le permis végétalisé. Il est né en 2014. Il permet cette fois-ci aux jardiniers citoyens de sortir du jardin et d'aller investir la rue. Aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas sur la même échelle. On est à près de 3000 permis délivrés en cours de validité depuis 2014, depuis 2015. Et là, il s'agit de végétaliser l'espace public vierge, donc les trottoirs, les places, en occupant le pied des arbres, en installant des jardinières hors sol, mais également, je vous en reparlerai après, en créant maintenant des fosses de plantation directement dans le sol, en retirant le bitume. Alors là, bien sûr, les associations, comme les jardins partagés, peuvent demander des permis de végétaliser, mais pas que. Là, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse à tout le monde, les particuliers, mais aussi des commerçants, des entreprises, des écoles. Voilà, donc là, vraiment ouvert à tous. On est sur les mêmes objectifs que précédemment, mais bien sûr à une échelle beaucoup plus restreinte, on est d'accord, mais on améliore quand même le cadre de vie au niveau de la rue et de créer du lien social à l'échelle de la rue. Alors, la démarche est beaucoup plus simple qu'un jardin partagé. Elle se fait en ligne, il y a un formulaire à remplir, bien sûr avec un projet détaillé, des photos, des plans, etc. On accepte une charte de la végétalisation de l'espace public. Et ensuite, c'est nous qui instruisons le dossier en lien toujours avec les élus et les différents services techniques de la ville. Et si le projet est validé, on rédige un permis qui n'est pas voté cette fois-ci en Conseil de Paris, donc c'est plus souple. Et c'est un permis qui a une durée de 3 ans, renouvelable tacitement jusqu'à 12 ans. Donc un engagement, mine de rien, pas négligeable. Alors, un petit focus sur donc une nouvelle fonctionnalité qui est apparue en 2019 dans ce dispositif, qui est de créer cette fois-ci des fosses en pleine terre. Donc, on retire le bitume ou le revêtement, comme les dalles, soit en mettant des fosses en pied de mur ou du côté de la chaussée. On est du coup sur des dimensions qui sont un petit peu plus intéressantes qu'une simple jardinière hors sol ou un pied d'arbre. On est plus sur du 20 mètres carrés, voire des projets un petit peu plus ambitieux. Là, c'est plutôt une moyenne. Et là, on a un impact qui va devenir un petit peu plus intéressant au niveau écologique, paysager, avec tous les intérêts dont on a déjà parlé. Alors, contrairement aux pieds d'arbre ou aux jardinières, où c'est le citoyen qui met en place, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Et on va peut-être aussi le faire évoluer à l'avenir pour que ce soit plus durable.
Pour ces fosses, la ville intervient, donc c'est elle qui fait les travaux, donc elle décaisse, elle met une protection étanche si on est si on est au pied du mur, on en parlait tout à l'heure. On apporte de la terre végétale et on met une petite bordure pour délimiter l'espace. Mais en tout cas, on se retrouve dans la même gestion citoyenne. C'est le citoyen, donc le titulaire du permis, qui va planter, entretenir, arroser, nettoyer. Donc, c'est lui qui gère cet espace. Donc, vous voyez que là, on a deux dispositifs qui sont complémentaires et qui sont à des échelles différentes pour répondre à des besoins aussi des citoyens qui sont un petit peu différents. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Claire. Alors, il y avait des questions sur, je la pose tout de suite, sur l'entretien justement de ces jardins partagés et comment vous assurez au niveau de la ville le suivi, etc., de l'entretien des permis végétalisés aussi. Oui, sur les deux dispositifs, je vais répondre pour les deux, oui. Ouais. Sur le jardin partagé, effectivement, c'est une association, donc c'est un groupe de personnes, c'est plus simple effectivement pour faire l'entretien, c'est des espaces qui sont bien délimités, voire barriérés, donc des espaces qui sont mieux respectés, donc effectivement l'entretien sur le long terme est beaucoup plus facile. Par contre, le permis végétalisé se trouve sur l'espace public, donc soumis à de fortes incivilités. C'est le gros problème de ce dispositif-là, hein, du piétinement, des déjections, des dégradations, l'arrosage qui n'est pas facile également. Donc, effectivement, les titulaires de permis rencontrent des difficultés à mener à bien et sur le temps cet entretien-là. Donc, effectivement, ça, c'est un des écueils de ce dispositif. Donc, nous, on fait un suivi, enfin, on essaye de faire un suivi un petit peu sur le terrain. Vous pensez bien que 3000 permis, c'est un peu compliqué de tout voir, mais enfin, on essaye en tout cas d'aller un petit peu sur tous les arrondissements pour voir comment ça se passe. Et on a des échanges avec les titulaires de permis qui n'ont pas mis en place ou qui rencontrent des difficultés pour les aider, etc. Et c'est vrai, une partie des permis végétalisés peuvent aboutir à une abrogation. Il y a également des signalements qui nous sont remontés des mairies, des riverains. Donc là, effectivement, on a des échanges avec les titulaires. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais passer à la présentation suivante, donc avec Lionel Mur qui travaille chez Logisciamp. Donc Lionel, vous avez le contrôle pour faire passer les slides. Voilà. Bonsoir. Après, c'est juste, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions en direct, mais voilà, je le dis aux panélistes, n'hésitez pas à répondre également dans le chat directement pour des questions notamment sur les projets qu'on est en train d'évoquer. Alors, je mets juste en plein écran, parce que j'ai en fait aussi la main sur la souris. Lionel, si vous pouvez mettre en plein écran. Ou juste me laisser le... Voilà. Je vais peut-être vous laisser faire en fait. Parce que je laisse la souris. Le menu est hors de mon écran. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc pour Logisciamp, bailleur social parisien, une petite contextualisation d'abord. On gère 29 000 logements, dont 82% sont à Paris. Ça représente des sites qui ne sont pas tous, qui ne disposent pas tous d'un espace vert. On a aujourd'hui en gestion 200 sites qui sont concernés par des espaces verts, avec un total d'à peu près 300 000 m² de pelouse et massif, 11 km de haies et 3 000 arbres. Ça fait un inventaire un peu étrange. On voit bien déjà quand on fait ce dénombrement qu'ils ont été gérés jusque-là plutôt comme des espaces de jardins d'agrément, plutôt décoratifs que comme des espaces de vie ou d'usage multiples. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer ces espaces verts, de mettre en place une gestion de plus en plus environnementale et de maîtriser les charges pour nos locataires, puisque ce sont bien nos locataires qui assument les frais d'entretien de ces espaces. Pour atteindre ces objectifs, on a mis en place un plan climat en 2019. Si vous pouvez passer à la suivante, Justine. Voilà. Ah. Voilà, c'était... Alors, ça. C'est ça. Voilà. Du coup, je vais garder... Voilà, je garde le contrôle. Je ne touche plus rien. Donc, la diapo suivante, c'est vous expliquer les objectifs de notre plan climat. Vous
pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît? Oui, pardon. Voilà. Donc, avec un travail sur le développement d'espaces à fort pouvoir d'accueil de biodiversité pour avoir plus de végétation, mais aussi plus de services écosystémiques. Je ne vais pas redétailler ce qui a été dit par les intervenants précédents. On a commencé à réfléchir aussi à comment faire évoluer les espèces végétales qu'on va mettre en œuvre et à développer des gestions alternatives, voire différenciées quand on a des espaces suffisants. Les objectifs de la végétalisation, c'est aussi désimperméabiliser les sols parce que ça améliore le cycle de l'eau, parce que ça améliore la vie de la végétation et la biodiversité, et puis parce que ça contribue à l'îlot de fraîcheur ou bien à lutter contre l'îlot de chaleur urbain. On a déjà mis en œuvre une végétalisation systématique des toitures quand on fait des réhabilitations ou la réfection des étanchéités. C'est vrai qu'on a jusque-là beaucoup travaillé avec des sédums et qu'on voit bien que ce n'est pas totalement satisfaisant, donc on évolue de plus en plus vers des graminées avec des substrats plus épais. Et dans les constructions neuves, on essaie d'avoir encore plus de profondeur de substrat, de terre végétale en fait, de vraie terre et pas de substrat. Et puis, dans nos objectifs plan climat, on a aussi l'idée de mettre en place un permis de jardiner qu'il faut confronter ou concilier avec les multiplicités d'usage de nos espaces végétaux, puisqu'un espace vert en pied d'immeuble, c'est décoratif, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de loisir, un support de relations de voisinage, tout comme ça doit être un lieu d'accueil de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, et c'est aussi un facteur d'amélioration de la gestion des eaux pluviales et puis un support de réflexion sur la gestion des biodéchets à l'échelle d'un bâtiment. Donc, c'est beaucoup d'objectifs qui se croisent et qu'il faut concilier. Ça nécessite vraiment une dynamique à l'échelle de la résidence de nos locataires pour choisir ce que doit devenir un espace vert et comment le transformer. Comment, une fois qu'on a défini tous ces objectifs possibles, y arriver? On n'a pas de régie pour la gestion des espaces verts, donc on passe par des marchés qui sont pluriannuels. On vient de renouveler notre nouveau marché, donc on peut passer à la diapo suivante, Justine. Et donc, dans notre nouveau marché, on a intégré des éléments d'évolution. D'abord, comme on l'a vu plus tôt, on adapte la hauteur et les rythmes de tonte. On a fait passer 2/3 de nos espaces verts en fauche annuelle, donc pour arrêter de tondre systématiquement. On a relevé la hauteur des tontes à plus de 10 cm pour éviter de détruire la couche vivante de la pelouse. On a aussi travaillé avec les futurs prestataires, les prestataires nouveaux qui commencent à travailler là dès septembre à la limitation du transport des déchets verts, la limitation de la production, mais aussi le réemploi sur place quand c'est possible. On continue bien sûr à travailler en zéro phyto et on va communiquer, travailler avec nos locataires pour les informer sur la fauche tardive et sur le fait que oui, une pelouse chez Logiciamp, aujourd'hui, ça ne doit plus être un tapis vert, mais ça doit être un espace vivant avec des insectes. On a aussi mis en place un bordereau de prix pour accompagner la transformation des sites avec un peu ce qu'on a vu précédemment, hein, notamment des prestations d'analyse de la qualité des sols quand on a des amicales qui souhaitent passer à du jardin partagé, avec de l'accompagnement de matériel aussi pour mettre en place du jardinage en pied d'immeuble. Et puis, on a introduit aussi les premières labellisations, sans doute éco-jardin, sur des sites qu'on identifiera dès la première année, puisqu'il faut refaire un état des lieux avec nos prestataires pour nous accompagner sur l'intensification et l'amélioration de ces espaces végétaux pour que ce soit plus simplement des espaces verts décoratifs. J'avais prévu la dernière diapo sur un retour d'expérience, donc sur une débitumisation. Les photos que vous voyez ressemblent à celles qu'on a vues en début de Café Climat. C'est une cour dans le 11e arrondissement qui était complètement bitumée auparavant, dans la petite photo en haut à gauche, qu'on a plantée au mois de mars dernier, dans une démarche zéro déchet avec l'équipe de Valengon Landscaping, un concept qu'ils ont présenté dans l'appel à projet Faire du pavillon de l'Arsenal. L'idée, c'est de débitumer sans exporter les déchets. Donc, on crée un sol artificiel en apportant du compost qu'on mélange au gravat qu'on a cassé et déposé. Et on voit que sur la photo qui date d'il y a 15 jours,
alors que la température de l'air était à 26 degrés, on a plus de 10 degrés d'écart entre les zones végétalisées et les zones qui sont restées en bitume. Donc, c'est des choses auxquelles on est habitué aujourd'hui, mais s'il fallait encore faire la démonstration de l'efficacité, on a ces images-là. Un point important sur cette adresse-là, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les plantes restent en vie, donc il faut qu'elles aient de l'eau. Et pour qu'elles refroidissent bien, il faut qu'elles puissent évapotranspirer. Donc, encore une fois, la gestion de l'eau est essentielle. Mais on voit bien sur ce retour d'expérience que même à l'échelle d'une cour parisienne, on peut faire des choses. Merci beaucoup Lionel, et du coup ça rejoint aussi une des remarques qui végétaliser systématiquement en pleine terre les cours intérieures des petites surfaces ne serait-elle pas une solution pour rafraîchir et infiltrer l'eau pluviale? Effectivement, ça peut être une des préconisations qu'on ressort de cette expérimentation. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps, je vais passer la main donc à Sébastien Cyprien pour SNCF Réseau Île-de-France. Oui. Donc Sébastien, donc on ne voit pas sa caméra, mais c'est normal. Elle ne marche plus. Voilà. Vous pouvez normalement passer les slides juste avec les flèches peut-être de votre... voilà, ce sera plus simple. J'ai demandé le contrôle, ouais. Je vous présente, bonjour à toutes et à tous, du coup je vous présente très brièvement l'organisation de la SNCF qui va permettre de mieux comprendre ce qui se passe derrière. Donc SNCF, c'est un groupe où il y a une maison mère qui est la direction générale du groupe, à laquelle est notamment rattaché SNCF Immobilier dont on va parler dans la suite. Et moi, je fais partie des SNCF Réseau, donc la SA maintenant depuis 1er janvier 2020, qui est propriétaire du foncier en majorité et qui s'occupe qui est le gestionnaire, propriétaire et gestionnaire donc de l'infrastructure, dont la filiale Gare et Connexion va être mise à l'honneur aussi ici, parce que Gare et Connexion, c'est l'entité qui s'occupe de tout ce qui est gare, pôle gare, parvis. Donc voilà. Et donc après, on a les autres entités SNCF Rail Logistique Europe. Bon, c'est le fret. Voyageurs, c'est ce qu'on appelait avant SNCF Mobilité, donc qui fait rouler les trains. Et Géodis et Keolis, des filiales sur les sujets logistiques. Oups, j'ai été trop vite. Donc, les actions de la SNCF en faveur de la végétalisation. C'est vrai que le sujet est assez précis, parce que nous, on agit plutôt, on va dire, sur la biodiversité en général. Après, j'ai essayé de restreindre le champ à la végétalisation, notamment sur Paris. Donc là, ça restera encore pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a SNCF Réseau, finalement, qui, au niveau de l'infrastructure, possède un certain nombre de fonciers qui sont, on va dire, naturels, alors au sens un peu non étanchéifiés ou autres. Donc, on a les talus, notamment en zone urbaine, qui sont assez intéressants parce que ça fait office de corridors longitudinaux, corridors écologiques longitudinaux. Et on a aussi des dépendances vertes qui sont là plutôt dans des sites hors zone dense, donc hors agglomération, avec des surlargeurs par rapport à notre réseau. SNCF Gare et Connexion, comme je vous ai dit, s'occupe de tout ce qui est parcours voyageurs et donc au niveau des pôles gares. On peut avoir de la végétalisation à la fois sur les quais, sur les bâtiments voyageurs et aussi des aménagements favorables sur les parvis et à proximité, on va dire, des gares. Et puis SNCF Immobilier, donc à travers sa filiale Espace Ferroviaire, qui elle va... donc SNCF Immobilier, son rôle premier, c'est de valoriser le foncier finalement qui est propriété des SNCF Réseau. Et ça peut se faire soit à travers des actions de conventionnement, de mise à disposition de locaux ou de surfaces pour des tiers, des associations, des communes, des privés, soit aussi dans le cadre de développement de projets immobiliers. Et c'est notamment ce à quoi on va s'attacher là sur la partie parisienne. Donc les projets immobiliers sur le foncier. Alors, je vous ai mis des illustrations à la fin, désolé. Qu'est-ce qu'on fait au niveau immobilier? Aujourd'hui, on essaye de prendre en compte finalement la dimension végétation, biodiversité dès la conception des projets. C'est-à-dire qu'avant, on avait une parcelle, on avait décidé de faire un projet immobilier. C'était un peu en ratiboise tout, on repart de zéro, on part d'une feuille blanche et après on venait mettre de la végétation en fonction des aménagements qu'on avait prévus et puis des logements. Donc ça venait, on va dire, l'aspect paysager et aménagement d'espaces un peu avec de la biodiversité, ça venait à la toute fin des projets. Aujourd'hui, on s'oriente plus vers
une adaptation finalement du projet aux caractéristiques du lieu. C'est-à-dire que sur certaines parcelles, on va se retrouver avec des endroits où on a déjà de la végétation existante, on a déjà un arbre peut-être qu'à 50 ans ou autre, et maintenant on va venir construire le projet autour de cet espace naturel qu'on veut conserver, plutôt que de tout raser et de repartir avec des jeunes arbres qu'on va venir planter derrière. Donc déjà, on voit qu'il y a une évolution un petit peu de la mentalité au niveau de l'approche qu'on a de nos différences, de nos fonciers, et on essaie plutôt de valoriser la partie en pleine terre existante plutôt que de tout raser et de reconstruire par-dessus. On a aussi une intégration d'espaces verts et paysagers dans le cadre de développement. Alors ça, c'est plutôt des projets de quartier plus que de bâtiments uniques, et on va le voir après dans les illustrations, où là, effectivement, on se rend compte que les projets évoluent. Avant, on avait des projets où on avait plus de logements, moins de surface finalement ouverte, moins d'espaces libres sur lesquels on avait de la végétation, ou aussi on récupère notamment les eaux de pluie, les eaux pluviales. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans les projets, notamment à travers la concertation, lors de on va dire, des différentes phases itératives du projet, on se rend compte qu'il y a une demande aussi du territoire et une demande des différents acteurs d'avoir plus d'espace ouvert, plus d'espace vert et végétalisé. Donc on se retrouve avec des programmes finalement qui ont un petit peu moins de logements, un petit peu moins de surface de bureau, mais plus de surface ouverte, avec des espaces qui permettent du coup d'avoir une surface plus importante dédiée à la biodiversité et à la végétation. On a aussi, mais alors là c'est quand même, on va dire, plutôt ponctuel, des aménagements de toiture. Alors là, ça doit être de la toiture au sédum, hein, comme on a vu depuis tout à l'heure, sur des bâtis anciens. Et on a quelques exemples aussi, je crois, de végétalisation de façade, notamment à proximité de Gare du Nord, là, sur une résidence qui accueille des gens, où le complexe avec la cheminée avait été végétalisé. Je ne suis pas passé depuis que vous m'en avez parlé là pour voir si le mur a tenu le coup. Mais on constate souvent que la mise en place de murs végétalisés, s'ils ne sont pas faits que des espèces locales, ou alors si c'est pas à grand renfort d'arrosage automatique, ils ont tendance à pas très bien durer dans le temps, parce que bah voilà, on se retrouve, si le tuyau qui arrose est bouché, bah, dès qu'il fait un peu chaud et qu'on est plein sud, ça va griller. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup d'exemples côté SNCF. Par contre, sur les bâtis nouveaux, là, on a effectivement un peu plus d'aménagement de toiture, et je pense que c'est à l'image de ce qui se fait dans l'ensemble des programmes immobiliers sur l'agglomération parisienne. C'est devenu un peu un entrant, une composante de ces projets. Au niveau des pôles gares, on a différents types d'aménagements qui peuvent être faits, avec plus de végétalisation, notamment sur les parvis. Mais il faut savoir que les parvis ne sont pas toujours propriété des SNCF. Donc après, ça dépend un peu aussi des territoires. Et des fois, des communes vont préférer agrandir un parking plutôt que de garder une zone végétalisée, que ce soit avec plutôt une strate herbacée, ou même une strate arbustive par endroit. Et voilà, on a aussi de la végétalisation qui se fait sur les quais de gare. Alors, pas dans Paris intramuros, clairement, mais sur des gares de banlieue, on peut avoir sur des zones où il n'y a pas finalement de voyageurs qui vont circuler et où il n'y a pas de sujet de sécurité, la plantation de prairies fleuries avec l'installation d'hôtels à insectes et autres qui vont avec, et qui sont des petits aménagements comme ça qui permettent de remettre un peu de verdure sur les quais directement. Et il y a aussi eu la signature d'un protocole là, entre la SNCF, donc les différentes composantes, et la ville de Paris, fin novembre 2020, dans le cadre de l'élaboration et de la déclinaison du plan climat-air-énergie de Paris, pour la mise en place de mesures donc, à horizon 2024-2030 sur certains aspects, donc climat, mais parmi ces différentes mesures, il y a des mesures aussi en faveur de la végétalisation qui ont été développées. Ensuite, oh, on n'est plus en plein écran, Justine, désolé. Non, ouais, voilà. Voilà, sur cette slide. Ah, la slide d'avant, merci.
Du coup, alors après, au sein des emprises ferroviaires, là, c'est plutôt ma spécialité, effectivement. On a de la végétation qu'on retrouve quand même quasi sur l'ensemble de notre linéaire, hein, à part vraiment au niveau des zones de gare, et donc malheureusement au niveau de Paris, intramuros, avec des talus, donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, qui jouent un rôle de corridor écologique longitudinal, hein, parce qu'on sait bien que notre infrastructure a plutôt tendance à être fragmentante sur les continuités écologiques transversales. Mais ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille côté réseau Île-de-France. On a un objectif notamment de maintien d'une strate herbacée sur nos talus. C'est un double objectif, à la fois un objectif sécuritaire qui est de sécuriser les circulations ferroviaires et aussi les agents qui travaillent sur et à proximité des voies. Et puis on sait aussi que une strate herbacée va être beaucoup plus favorable à la biodiversité que des boisements monospécifiques de robiniers qu'on retrouve allègrement sur nos talus. Donc on travaille là-dessus, après avec l'idée d'une strate étagée, plus on s'éloigne, on va dire, du rail et de la caténaire, où là on peut partir sur de l'arbustif ou de l'arboré dans les meilleurs cas. Après, dans le cadre de nos projets aussi, à la fois de régénération et de développement, on décline la séquence ERC, donc avec l'idée d'épargner au maximum les milieux naturels qui se trouvent soit au sein de nos emprises, soit à proximité, hein, notamment en se disant la base vie des travaux, plutôt que de la mettre au milieu du petit parc et de la zone naturelle, on va essayer de la caler sur un parking, des choses comme ça. Donc on essaie de minimiser notre impact, on va dire, sur les milieux naturels. Et puis après, on a des expérimentations qui sont en cours et qui se développent parce que ça marche plutôt pas mal, notamment d'ensemencement choisi sur les faisceaux de voies de service. Donc on a des grands triages en proximité notamment de l'agglomération parisienne, à Achères, à Villeneuve-Saint-Georges, entre autres. Et donc sur ces espaces-là, on va, plutôt que d'utiliser des phytosanitaires ou de laisser une végétation à majorité d'espèces exotiques envahissantes prendre place, on va nous mettre en place, soit par de l'hydromulching, donc on pulvérise, on va dire déjà des graines, soit hydroseeding, là c'est un peu le même concept, venir mettre en place une végétation et favoriser l'installation d'une végétation qui est compatible avec les exigences d'exploitation ferroviaire et donc de sécurité, et aussi finalement avec la biodiversité, parce que on diminue un petit peu l'effet d'îlot de chaleur, qui n'est pas forcément urbain sur nos grands sites ferroviaires, mais parce qu'on a beaucoup de ballast. Donc là, on se retrouve avec une couverture végétale, là, type un petit peu voie de tram, donc qui permet à certaines espèces, plutôt insectes, de venir s'installer. Et puis nous, ça évite aussi, par le choix des espèces, de devoir venir pratiquer une gestion intensive, on va dire, de la zone. Enfin, on a deux autres axes aussi qui peuvent... Alors, j'ai essayé de trouver des choses sur Paris Intramuros. On a la petite ceinture qui est plus circulée aujourd'hui, qui est d'ailleurs conventionnée sur la majeure partie de son linéaire avec déjà avec la ville de Paris, sur lesquelles il y a pas mal de choses qui sont faites, et on travaille aussi avec des associations qui sont partenaires également de la ville de Paris, et les Chiclades, notamment l'association Espace, qui réalise sur certains endroits de la petite ceinture des aménagements écologiques favorables, et qui gère aussi malheureusement tous les déchets qui peuvent être balancés sur la petite ceinture. Et puis enfin, on a mine de rien, sur nos emprises ferroviaires, un certain nombre d'espèces protégées dont on n'a pas toujours, nous, la connaissance, notamment au niveau des espèces floristiques. Et là, c'est plutôt les territoires qui vont nous... enfin, les sachants qui vont nous prévenir de la présence de ces espèces. On peut avoir le MNHN là, qui nous a prévenu d'une station de luzerne de Montpellier sur une de nos emprises, qui est une petite plante là qu'on retrouve sur plutôt des milieux ouverts, assez coteaux calcaires et autres, qui sont des milieux qui sont assez rares en Île-de-France. On a aussi, dans la zone des docks de Saint-Ouen, là, un aménageur qui nous a prévenu qu'on avait de la falcaire commune là, sur un site. Et voilà, on a quelques exemples comme ça. Et nous, après, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place une gestion de ces zones, de ces dépendances, qui va permettre le maintien de ces espèces protégées sur site et, si possible, leur épanouissement. Je vous ai mis des photos. Après, voilà quelques exemples. Donc là, les deux photos qu'on voit en haut, il y a une vue en plan là, en haut à droite, et puis on a une vue du site directement. Ça, c'est au niveau de la halle Sogaris, qui est un bâtiment récent là, qui a été construit. On le voit quand on part de Gare du Nord, là, au niveau du périmètre de la chapelle. Donc on voit qu'il y a une partie finalement de cette toiture qui a été dédiée à l'agriculture urbaine, avec une autre partie qu'on voit sous serre, là, mais je crois qu'il est plus un espace un peu coworking ou autre.
et alimentation. Donc là, il y a une superficie qui est gérée pas par la SNCF, hein, mais par une entreprise. Donc ça fait un petit peu de verdure en toiture là et qui sert à l'agriculture urbaine. En dessous, je vous ai mis la photo du futur quartier Hébert, là, qui est pas très loin non plus, à proximité de la Chapelle, là, dans le 18e. Où on voit finalement ce que je vous parlais, c'est il y a une zone finalement, un espace vert. Il y a pas mal de verdure. Là, c'est une vue d'artiste, hein, un petit peu, c'est en projet. Mais on voit qu'il y a un espace central quand même qui est assez important et qui est dédié à la végétation et aussi à toute la gestion des eaux pluviales. Et ça, je pense que c'est recoupé avec l'aspect végétalisation, parce que je voyais des questions passer, dire bah, comment on arrose. Bon, bah, là, on voit que toutes les eaux finalement zénitales qui tombent sur cette zone vont être collectées, récupérées et après infiltrées et servir soit à l'alimentation directement de la végétation, soit vont s'infiltrer avec des noues ou des choses comme ça. Sébastien, je me permets, est-ce que vous pouvez juste finaliser la présentation? On va peut-être dépasser un petit peu pour avoir des questions ensuite. Donc voilà. Ouais, bah, il me restait juste une slide. Ok, bah, parfait. Sur Donc, les exemples. Et là, voilà, c'est des petits exemples de ce qui peut être fait en gare ou ailleurs. Donc, vous voyez, il y a une gare voilà, à gauche, la gare de Clairières de Verneuil, là, qui a été réhabilitée dans le cadre du prolongement des halls, donc du RER à l'ouest. On voit qu'il y a une partie qui est en toiture végétalisée, puis ils ont mis aussi une petite façade végétalisée là, sur le parvis. Au milieu, vous voyez l'expérience de semencement choisi, donc c'est à Dole, en région, à côté en région Bourgogne-Franche-Comté. On voit finalement qu'on se retrouve avec presque une typologie urbaine là, de voies de tram, alors qu'à la base, on est quand même que sur du ballast. Et les deux autres exemples aussi là, qui sont dans Paris Intramuros, c'est le quartier Messagerie, là, qui est au niveau à proximité de la gare de Lyon. L'image du haut, et puis Ordonnières Poissonnier au sud, où là, en fait, suite à la concertation et notamment des échanges avec le public, on voit que le jardin il fait 15 200 mètres carrés, alors qu'à la base, il faisait 9 000 et quelques dans le projet initial. Donc, on voit que les projets qu'on construit aussi peuvent amener des modifications, et on garde quand même une strate végétalisée assez importante dans ces quartiers, avec des espaces continus qui permettent aussi de recréer une micro-continuité à l'échelle du quartier. Voilà, c'est tout. Désolé. Merci beaucoup. Non, mais on a dépassé. Je suis une mauvaise maître du temps. Mais du coup, si vous êtes d'accord, je vous propose quand même de garder 10 minutes, donc de dépasser jusqu'à 45 pour avoir un peu de débat. Donc, j'avais plusieurs questions que j'ai relevées au fur et à mesure des débats. Donc, il y en a qui ont été répondus, mais il y avait la question qui, je pense, intéressait pas mal de monde sur finalement pourquoi on abat encore des arbres en ville, notamment des arbres d'envergure. Donc voilà, qu'est-ce qui motive l'abattage de ces arbres? Je pense là que, alors, s'il vous plaît, faites-moi des réponses assez rapides, mais Benoît de Saint-Martin, peut-être que vous avez des éléments de réponse. Ah, il n'y a pas le micro. Une question récurrente, il y a des éléments de réponse qui ont été fournis au Conseil de Paris du mois de novembre, mais c'est vrai que principalement, c'est le renouvellement sanitaire. Vous avez environ 0,5% des 200 000 arbres à Paris, je mets de côté les bois, qui sont remplacés chaque année. Ça veut dire que vous avez 3 000 arbres qui sont en dépérissement irréversible, dangereux ou morts, qui sont remplacés. Donc, il y a une petite affichette qui est mise d'ailleurs pour le signaler. Dans le supplément à Paris de cette semaine, vous verrez d'ailleurs une page sur le sujet qui explique tout ça. Après, nous, on a une connaissance de ce qui se passe sur le domaine privé. Tout abattage doit être justifié par une justification sanitaire ou par un projet. On a à peu près 750, ça dépend des années, entre 500 et 700 abattages par an, et on en a 2 à 3 fois plus plantés. Alors, vous me direz, ce n'est pas des arbres jeunes baliveaux plantés qui vont compenser les bienfaits écosystémiques d'un arbre. Et vous auriez raison. Pour autant, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le plan local d'urbanisme ne protège pas les arbres. C'est bien l'objectif du prochain de le faire de façon justifiée et sérieuse. Tant en espace vert protégé, en espace végétalisé qu'en dehors, quand ils sont isolés pour leur qualité, on va recenser arbre après arbre. Et quand il y aura des exceptions, des programmes d'équipement public à visée sociale, il faudra, je dirais, pouvoir compenser ce qu'on appelle à valeur écologique équivalente ou à volume foliaire équivalent. Et c'est ce qui se trouvera sans doute dès l'annonce du plan arbre dans les objectifs
voire dans le plan local d'urbanisme. Voilà, donc ça veut dire que, pour résumer, on a environ 3 000 arbres abattus pour renouvellement sur l'espace public, sur les 200 000 qui sont ensuite remplacés. Vous en avez environ 750 sur le domaine privé qui sont remplacés globalement à l'échelle de Paris 2 à 3 fois plus. Et vous avez d'autres arbres que, hélas, on a du mal aussi à ne pas admettre en termes d'abattage. C'est pour des transports d'intérêt général ou des opérations d'intérêt général qui ont fait l'objet de déclarations d'utilité publique. Je pense au tramway, je pense aux différentes opérations d'aménagement de ZAC. Et là, vous avez une vigilance de notre part extrêmement forte pour avoir une compensation au moins 2 fois double. Tout ça, ça se regarde dans la qualité de chaque arbre abattu et dans la qualité de ce qui est proposé. Voilà, je fais court. Merci. Le but, c'est de limiter les abattages et encore davantage dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. On avait également une question dans le chat sur finalement la résilience de cette végétation vis-à-vis du changement climatique, puisque il va y avoir effectivement de plus en plus de canicules, des restrictions au niveau de l'eau. Ce qui me vient aussi à vous poser des questions, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous disiez qu'il y a une palette de végétation, donc de la végétation plutôt endémique qui est propre à la région. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer planter des pins parasols, par exemple, qui sont plus propres à d'autres types de climats sur le territoire parisien? Et comment être sûr que finalement tous ces objectifs, cette végétation, elle va pouvoir bénéficier d'un accès à l'eau et d'être irriguée dans les périodes de canicule. Voilà, donc ça s'adresse aussi à Philippe Clergeau, cette question. Je vais répondre très rapidement parce que je sais que Philippe a des éléments là-dessus. Je peux vous dire qu'on mène une étude qui s'appelle Arbres et climat pour essayer d'adapter les essences d'arbres à l'évolution du climat, ce qui est extrêmement compliqué, mais d'introduire des nouvelles essences. Voilà, le chêne vert, mycocoulier, des essences méditerranéennes. Donc, c'est en cours d'achèvement dans l'année qui vient pour essayer de sortir à Paris du platane, du marronnier, du tilleul, du sophora, qui ont fait leurs preuves et qui sont parfois des essences exogènes. Je pense au platane. Pour autant, on voudrait privilégier et mettre dans le règlement, notamment en bordure des trains verts et bleus, les essences régionales, au moins pour moitié. Je ne donne pas encore le chiffre, il sera dans le règlement. Mais voilà, il y a tout cet équilibre entre ce qui a fait ses preuves à Paris, ce qui s'est adapté, le régional, l'adapté au climat, et c'est un mélange de tout ça avec la diversité qui est nécessaire pour lutter contre le dépérissement qu'a mis en avant Philippe Clergeau, qu'il importe d'avoir en tête. Oui, alors, juste 2 mots, oui, c'est ça, là, c'est une bonne réponse. Autant les petits végétaux, les plantes, les arbustes vont pouvoir évoluer dans le temps, les cycles sont courts et donc du coup, ils vont pouvoir tout à fait s'adapter, autant les arbres beaucoup plus longévifs, effectivement, vont avoir à subir. Alors, il faut voir que quand même qu'il n'y a pas tous les arbres sont sujets à ça. Il y a des grandes expériences qui sont menées en ce moment à l'INRAE notamment sur ces sujets-là et au CEMAGREF. Il y a quelques espèces qu'on sait très sensibles. Pour autant, ce n'est pas l'idéal et surtout pas de replanter des palmiers en se disant que voilà, ça sera mieux parce qu'on aura ça dans 50 ans. Ce n'est pas vrai. L'évolution, et notamment, on va avoir un climat qui ne va pas avoir un réchauffement aussi identique dans toutes les régions et donc chaque région, alors Paris est particulier bien évidemment, mais voilà, il y a une adaptation aussi à chaque région et je souscris tout à fait à ce que vient de dire Benoît sur le fait qu'il faut continuer à privilégier des espèces locales. Alors attention, hein, endémique, c'est pas pareil qu'en local, hein, vous utilisez tous le terme d'endémique. Endémique, c'est une espèce qui n'existe que dans une région. C'est pas du tout pareil. Hein. Donc voilà, parlons. Je suis précis sur les mots. Non, vous avez raison. Là-dessus. Voilà. Donc du coup, voilà, on a beaucoup d'espèces qui peuvent tout à fait supporter des stress hydriques un peu plus importants. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est des expérimentations qui sont en cours et qui vont avancer tout doucement. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des espèces qui sont bien plus fragiles que d'autres, comme le hêtre ou autre, effectivement, à pas être pris et à pas être choisi là-dessus. Merci beaucoup. On avait aussi une question peut-être là plus pour Sébastien Cyprien. Donc, est-ce qu'on peut, la question c'était, est-ce qu'on peut aussi conserver certains bâtiments SNCF qui sont moins utilisés
pour justement préserver l'écosystème existant. Donc, des nids d'hirondelles, c'était cité. Mais je pense aussi à une autre question qui parlait des friches. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces friches pour favoriser la végétalisation, notamment en ville? C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de sites qui sont mis à disposition. Donc voilà, c'est une question. Alors, je vais d'abord répondre sur les friches. C'est vrai que j'étais en train de répondre à l'écrit, par écrit. Mais en fait, le sujet des friches, il est complexe parce que on sait qu'aujourd'hui, le foncier en Île-de-France, il est très prisé et pas plus particulièrement celui de la SNCF. Et donc, notre foncier, quand il est en friche, il fait souvent l'objet de convoitises d'aménageurs. Et donc, du coup, malheureusement, l'environnement ne gagne pas toujours. Après, on essaye, nous, là, côté SNCF Réseau, de faire le recensement à l'échelle francilienne de l'ensemble de ces parcelles qui sont en friche pour voir comment on pourra les valoriser d'une façon écologique et d'améliorer finalement la qualité environnementale ou écologique et le potentiel d'accueil de ces différentes friches. Après, c'est assez vaste parce qu'en fonction de la localisation de la friche, plus on se rapproche de Paris et plus on sait qu'elle aura très peu de chances d'être valorisée écologiquement et plutôt d'être bâtie un jour ou l'autre. Donc, c'est un sujet assez sensible parce que d'un côté, là, c'est toujours, on a une parcelle et puis il y a beaucoup de volonté pour faire des choses dessus, quoi. Donc aujourd'hui, l'environnement ne gagne pas toujours. J'espère qu'à l'avenir, la valorisation environnementale et notamment à travers les services écosystémiques qui peuvent être rendus ou même un potentiel X ou Y de captation de CO2 ou de choses comme ça, pourra peut-être nous permettre de gagner plus souvent face à des aménageurs. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore un recensement exhaustif de toutes ces friches. Et voilà. Mais on peut avoir par contre des zones de délaissés sur des emprises ferroviaires qui n'ont pas d'usage ferroviaire pour réaliser des aménagements. On l'a fait d'ailleurs le long de la LGV Est dans le nord du 77. Où on a recréé des mares qui sont favorables aux batraciens parce qu'ils sont à proximité et menacés dans leur habitat là, et donc qu'ils puissent venir se reproduire sur les emprises SNCF où il n'y a pas d'enjeu de sécurité et autres. Et pour ce qui est des bâtiments, nous on s'occupe vraiment de l'infrastructure, donc au niveau des bâtiments, on n'a pas forcément de recensement pareil exhaustif de tous les bâtiments qui sont utilisés ou plus utilisés. En tout cas, quand il y a des travaux, et je sais qu'on a eu des sujets notamment sur les grandes gares parisiennes, on essaie de faire passer des naturalistes pour voir quels sont les enjeux présents. On a beaucoup d'enjeux chiroptères aussi qui se retrouvent à nicher soit en hibernation, soit on va dire en période active sur des ouvrages, que ce soit des ouvrages d'art ou des bâtiments. Et on essaye au mieux aujourd'hui d'identifier ces enjeux-là pour que quand on intervienne à la période la moins impactante pour la faune. Et voilà. Après, il y a des ouvrages effectivement qui sont anciens, qui restent. Et qui sont favorables et sur lesquels, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de projet, que ce soit de la part des SNCF Immobilier, Réseau ou autres, et qui donc restent favorables à l'accueil notamment des hirondelles. Merci beaucoup. Il y avait une autre question aussi, donc comment arbitrer entre le nombre de logements sociaux à construire, enfin le nombre de logements et notamment les logements sociaux, et la mise en place d'espaces verts de proximité, avec notamment l'exemple du projet Saint-Vincent-de-Paul où il y a eu des objectifs de logements sociaux, mais avec aussi quand même la prise en compte d'enjeux écologiques. Voilà, comment faire la part des choses, et ça rebondit un peu sur ce que venait de dire Sébastien Ciprian avec les projets d'aménagement. Peut-être Benoît de Saint-Martin. J'aurais aimé éviter de répondre à cette question, mais en fait, c'est le cœur du sujet. Du prochain plan local d'urbanisme, vous avez sans doute lu le pacte de la construction parisienne, où il est question de préserver davantage les cœurs d'îlots, de favoriser la réhabilitation des bâtiments existants, de donc préserver la pleine terre et les arbres, autrement que pour des programmes à visée sociale. Donc, les logements sociaux, par exemple, qui ont encore fait l'objet d'articles ce matin dans les journaux pour leur insuffisance, notamment à Paris. Donc, c'est vrai qu'on est au cœur d'une contradiction, mais qu'on va sans doute résoudre mieux, qui est entre des programmes utiles, l'intérêt général à la vie sociale, des équipements publics aussi, et la pleine terre à préserver. Ça veut quand même dire que dans la majorité des cas, nous avons affaire à des constructions privées de bureaux-logements qui n'ont finalement plus leur place en cœur d'îlot pour grever la pleine terre et empêcher d'y planter des arbres et surtout de préserver les arbres existants. Je dis bien surtout de préserver, éviter, réduire, compenser.
Donc voilà sur quoi nous réfléchissons activement sous l'égide de Christophe Dajewski, mais en lien avec Emmanuel Grégoire et les services correspondants à la direction de l'urbanisme, c'est que dans le prochain plan local d'urbanisme, il y ait une meilleure protection, je dirais, des arbres existants, une préservation et pourquoi pas un renforcement et un dégarnissement de la pleine terre actuelle pour favoriser la perméabilisation des sols. Voilà, je dis de façon théorique, mais je peux vous assurer qu'on y travaille très concrètement et avec les nouveaux outils, l'indice de canopée notamment, et on y travaille dans une même direction. Voilà. Je ne rentrerai pas dans le détail de Saint-Vincent-de-Paul, que je connais particulièrement comme d'autres projets qu'on examine, parce que je sais que c'est un projet sujet à polémique et qui pour autant est un écoquartier et qui a été conçu comme tel. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de ce Café Climat. On a déjà bien débordé, donc je remercie tous les intervenants d'être restés jusqu'au bout. Alors, on a eu un peu de digression. Malheureusement, il n'y a pas eu autant de place accordée au débat que souhaité, mais j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. Il y a eu aussi beaucoup de questions dans le chat. On va essayer de les relever pour y répondre aussi a posteriori. Vous pourrez retrouver ce Café Climat en replay sur la chaîne YouTube de l'APC. Et je crois que je fais le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Je remercie encore une fois Claire, Philippe Clergeau, Benoît de Saint-Martin, Sébastien et Lionel pour leur temps, leur expertise et pour ces discussions vraiment passionnantes qui pourraient continuer encore longtemps. Mais voilà, on doit couper au bout d'un moment. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion d'aborder ces questions dans d'autres événements. Suivez-nous aussi pour les prochains Cafés Climat. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être au courant de ces événements-là. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, Au revoir.